et à tous. Bienvenue à Fiscal Zoom. Cette édition change d'heure, vous avez pu le constater, on est le matin. Change de lieu, vous êtes dans cette magnifique salle de l'Agora de Crest, et change également de dimension, puisqu'elle s'adresse à l'Occitanie tout entière de la nouvelle région. Avant de commencer, je vais excuser certaines personnes. Freddy Nicolas, le président de l'Ordre des experts comptables de la région Occitanie. Excusez-moi. Il y a un problème. Je pense que ça ira mieux, effectivement. Donc Freddy Nicolas n'est pas présent, il s'en excuse. Grégory Salvador non plus. Ça, c'est le responsable de la commission fiscalité, côté Occitanie-Est. Ils attendent avec sa femme un heureux événement de façon imminente, donc il s'en excuse. Monsieur Samuel Barrault également n'est pas ici, il s'en excuse, le directeur des finances publiques de l'Hérault. Je tiens à saluer monsieur Laurent Bignon, directeur de la DIRCOFI, monsieur Hugues Perrin, commissaire de gouvernement, et monsieur Michel Besse et Philippe Fermanel, commissaire de gouvernement délégué, le premier ayant laissé, il y a très peu de temps, sa place au second. Fiscal Zoom, c'est quoi? C'est la confrontation des points de vue sur une thématique bien précise entre l'administration fiscale, un avocat et un expert comptable. Pour cette édition, nous allons aborder l'immobilier participatif, l'immobilier d'entreprise, et plus particulièrement tout ce qui a trait aux risques fiscaux. Pour discuter de ce thème, comme vous pouvez le constater, l'administration fiscale est venue à nombre. Ça fait 2 ans que c'est le cas, puisque la DIRCOFI sera représentée avec 2 inspectrices principales des finances publiques, Madame Soustel et Madame Romeuf. La DDFIP de l'Hérault est représentée avec l'inspecteur principal, Monsieur Miavry. La DRFIP est représentée avec Madame Perros-Boissel. Donc, elle est administratrice des finances publiques adjointe et responsable de la division du contrôle fiscal. J'ai cru comprendre que vous veniez de changer très récemment de fonction, mais maintenant vous occupez des ressources humaines. Et Monsieur Roussiès, responsable de la division des affaires juridiques. Bien sûr, Fiscal Zoom ne pourrait avoir lieu sans notre tandem de choc. Maître Karine Deleu, avocat spécialisé en droit fiscal du cabinet Alcade, et notre confrère incontournable Michel Thomas. On va juste préciser quelques points techniques liés aux consignes sanitaires. Port du masque obligatoire dans la salle. Seuls les intervenants ici présents auront le droit d'enlever le masque. Nous aurons une pause également de 15 minutes et bien sûr, à la fin de la conférence, un cocktail. Je ne peux terminer cette introduction sans vous parler quand même de l'Assemblée Générale de notre Conseil régional qui aura lieu donc le 15 octobre au MIT à Toulouse. Je vais maintenant passer la parole à M. Bignon. Merci à tous et bonne conférence. Ah oui, c'est voilà. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, écoutez, je crois que c'est la 3e fois depuis ma prise de fonction en 2018 que j'assiste au Fiscal Zoom. Donc je ne reviendrai pas pour dire tout l'intérêt que nous portons de l'administration fiscale à ces échanges qui se passent de toute façon de manière très courtoise et apaisée, puisque c'est en dehors de tout contrôle. Donc c'est très bien de se retrouver dans cette enceinte et de pouvoir échanger sur des thématiques qui sont communes. Alors s'agissant de la thématique de cette année, l'immobilier des entreprises, c'est vraiment une thématique très importante auquel sont confrontées toutes les entreprises et les groupes, que ce soit l'immobilier, le corps de métier ou pas. C'est une problématique éminemment complexe, c'est pas mes collègues qui vont dire le contraire, avec pas mal de pièges et de difficultés. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je vais laisser les femmes et les hommes de l'art s'exprimer sur le sujet.
Ce que je pourrais dire dans mes fonctions d'interlocuteur, où je suis amené à voir ces sujets ponctuellement, ou dans des situations où on a parfois des divergences, moi j'insisterai surtout, et ce que je vous dis, je le dis aussi à mes équipes, sur la nécessité de la transparence, d'être rigoureux et précis dans l'exposé des faits. Qu'il s'agisse d'évaluation ou d'appréhender la notion de prédominance immobilière, c'est important, voilà, et parfois on a quelques questions sur les éléments factuels, donc il faut être rigoureux, et j'invite aussi, moi, mes équipes à poser les bonnes questions et être précis sur ce point. Donc je ne vais pas aller plus avant sur ce sujet qui va nous occuper cette matinée. Je profite de vous rencontrer pour peut-être aborder un sujet d'actualité pour la DGFiP, sujet qu'aurait abordé mieux que moi Samuel Barrault, mais qui n'a pas pu venir, ou également M. Perrin, puisqu'ils sont au front sur ce sujet. Comme vous le savez, il y a une crise financière, économique et sanitaire d'une ampleur jamais connue, qui a évidemment amené le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises. Je ne vais pas vous les détailler toutes, mais il y a notamment le prêt garanti par l'État et le fonds de solidarité où nous avons beaucoup œuvré. La DDFiP, la DERFiP, les DDFiP, les DERFiP œuvrent beaucoup encore sur le fonds de solidarité. Et je dois dire aussi que les équipes de contrôle, je ne sais pas si vous savez, ont également soutenu les directions territoriales, notamment sur le fonds de solidarité. On continue d'ailleurs avec le dispositif fonds de solidarité coût fixe, puisque j'ai moi-même 4 vérificateurs qui sont en appui sur ce dispositif à plein temps. Donc ils ne font pas de contrôle pour ce temps-là. C'est peut-être une bonne nouvelle pour certains. Alors, maintenant on est dans une phase où peu à peu on lève les barrières sanitaires, et puis par ailleurs il va y avoir un retrait progressif, une interruption progressive des dispositifs de soutien. Pour autant, on est tous conscients qu'il y a des entreprises qui restent en difficulté et qui vont éprouver des difficultés financières importantes lorsque les mesures de soutien seront interrompues. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez pu voir que le 1er juin dernier, nos ministres, certains nombre de nos ministres sont sur le front, et notamment le ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui a annoncé un plan de soutien aux entreprises en sortie de crise. Alors, dans le cadre de ce plan, il y a notamment prévu une détection le plus en amont possible, anticiper et détecter les entreprises qui seront en difficulté financière. Donc, il y a beaucoup d'administrations et beaucoup d'organismes et de professions qui sont évidemment associés à ce plan, et vous l'êtes tout particulièrement, puisque vous êtes le plus à même de détecter les difficultés financières des entreprises. Donc, je n'insisterai pas sur ce volet. Et dans le cadre de ce plan, il a été décidé de créer un comité départemental de sortie de crise. Alors, ce comité départemental de sortie de crise, il est opérationnel maintenant. Donc, je crois d'ailleurs qu'il y a une présentation qui est prévue, quand on dit, je crois que c'est ça, prochainement. Donc, ce comité départemental de sortie de crise, il est présidé par le préfet. Et en fait, c'est un organisme qui va finalement collecter un échange d'informations dans le respect évidemment du secret fiscal et du secret des affaires, et qui va coordonner les missions de soutien à ces entreprises. Et puis, il y a également la désignation d'un conseiller départemental de sortie de crise. Alors, ces conseillers départementaux de sortie de crise sont nommés, et c'est simple puisque c'est le secrétaire permanent du CODEFI qui fait office de conseiller départemental de sortie de crise. Je crois que c'est ça dans tous les départements. C'est ça, je crois. C'est bien ça. Ouais, c'est bien le conseiller. Je ne sais pas si ça serait partout le même. C'est bien le secrétaire permanent. Donc il faut savoir que le secrétaire départemental de sortie de crise, c'est le point d'entrée finalement pour les entreprises qui sont en difficulté. Hein. C'est lui qui va finalement faire un diagnostic. Alors s'agissant du diagnostic de la situation de l'entreprise, les DDFiP et les DERFiP ont mobilisé les équipes, et la DERCOFI intervient aussi d'ailleurs en soutien de ces équipes pour effectuer ce diagnostic. Et puis c'est lui qui met en œuvre les mesures de soutien qui existent déjà, hein, fonds de solidarité, prêt garanti, et éventuellement qui va orienter l'entreprise vers le médiateur
l'employeur, ou vers le CODEFI, ou vers le CCSF si c'est nécessaire. Voilà. Donc je crois qu'il y aura une présentation prochainement. Je vais vous laisser des flyers qui présentent très bien ce dispositif. Et puis voilà, j'en appelle à votre vigilance sur ce sujet. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est vrai qu'on a parlé ce matin de sujets pour lesquels on peut éventuellement d'ailleurs, il y a des risques fiscaux, il y a potentiellement peut-être sur certains sujets des redressements, il y en a peut-être déjà, il y a des contentieux aussi, parce qu'il y a une abondante jurisprudence, mais la DGFiP est là aussi en soutien des entreprises et elle est très impliquée dans ce plan de soutien et le plan de relance. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite à tous de bons débats. Merci, M. Bignon. Madame Soustelle, vous pouvez nous rejoindre. Bonjour à tous, je suis ravie également de vous retrouver pour cette nouvelle session de Fiscal Zoom consacrée donc aux risques fiscaux dans l'immobilier d'entreprise. À l'issue de la réunion préparatoire ou des réunions préparatoires avec les différents membres de l'administration, 6 sujets ont émergé. Il en existe bien évidemment bien d'autres, mais il a fallu sélectionner. Vous allez voir, la matinée va être déjà très dense. Les 6 sujets donc, sont les suivants. Une problématique de valeur d'inscription au bilan des entreprises, puisque lié à cette valeur d'inscription, mais on a identifié plusieurs risques fiscaux. C'est donc un pluriel qu'il y aurait dû avoir sur cette première ligne. Ça va nous prendre un petit temps quand même, ce sujet-là, il est assez dense. Le deuxième sujet a trait à la valeur vénale, notion qu'on connaît tous, mais parfois difficile à appréhender. Donc, de la théorie à la pratique, et M. Rouziès va vous apporter un éclairage particulier sur la détermination de cette valeur vénale. Et pour ma part, je vais vous présenter 2 outils qui sont à la disposition des contribuables et qui peuvent nous aider à affiner en tout cas cette valeur vénale, à défaut de recours à une expertise. Le troisième point, c'est le sujet de la SCI. Le sujet est très vaste, mais on s'est limité à la problématique du passage d'une société civile à l'IR qui bascule à l'IS, soit volontairement, soit involontairement. Et on fera la pause vraisemblablement au niveau de ce sujet. Ensuite, la problématique du bail commercial et surtout la fin du bail commercial avec le retour des aménagements réalisés par le preneur dans le patrimoine du bailleur. On verra les différentes problématiques qui se posent. Un sujet enfin très vaste qui est l'immobilier dans un groupe, mais que l'on va recentrer sur quelques problématiques qui sont celles de l'IFI et puis uniquement certaines problématiques, puisque le sujet encore une fois est très large, et pacte du trail, et enfin un sujet d'actualité avec la prépondérance immobilière, puisqu'on évoquera un jugement du tribunal administratif de Montpellier, assez récent, mais qui est en appel, qui fait l'objet d'un appel, qui n'est pas définitif, mais qui a attiré particulièrement notre attention. Nous allons donc démarrer avec la problématique de la valeur d'inscription au bilan. Je vous avais dit en introduction que ce sujet va nous retenir un certain temps. Vous voyez les différentes sous-problématiques. On en a une qui a trait à la ventilation terrain-immo, problématique de la première inscription au bilan, la première fois que l'on inscrit alors qu'on est déjà propriétaire de l'immobilier, et bien l'assiette et le montant que l'on inscrit, et par définition l'assiette de l'amortissement. Michel Thomas nous parlera de la problématique des composants, l'amortissement par composant, et également des frais d'acquisition de l'immeuble. Et enfin, on abordera la problématique, toujours en valeur d'inscription, le prix d'acquisition qui serait inférieur à sa valeur vénale. Est-ce que l'administration a le droit de remettre en cause et quelles sont les conséquences? Pour le premier thème, je vais laisser la parole à Michel Thomas sur la ventilation terrain-construction. Merci. Alors ça, c'est un problème qu'on a tous de façon récurrente. Quand un de nos clients, une SCI ou autre, achète un immeuble non neuf, enfin en tout cas qu'elle ne fait pas édifier, on a plusieurs problèmes. En gros, 3 ou 4. Premier problème, collecter l'acte. Ça, c'est souvent le notaire nous envoie que l'attestation, ce qui est notoirement insuffisant parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour qu'on puisse comptabiliser. Deuxième problème, quand on a l'acte, 9,9 fois sur 10, le prix total n'est pas ventilé en foncier, assiette et construction. Il y a donc une
première problématique de détermination de la valeur du terrain d'assiette du bâtiment et des terrains adjacents. Et cette problématique n'est pas simple. Moi qui, peut-être je suis devenu incontournable, mon cher, parce que du fait de mon âge, alors ça me confère aussi la possibilité de me souvenir qu'au début de ma carrière, on prenait 10%, 15% de la valeur d'ensemble et c'était un indicateur de la valeur du terrain. Aujourd'hui, cette technique est notoirement irrecevable. Donc, on s'est tous beaucoup interrogés sur ce sujet jusqu'à ce que le juge de cassation fiscale, le 15 février 2016, nous donne un process, un mode d'emploi. Donne surtout à l'administration un mode d'emploi. Puisqu'en fait, le propos du magistrat de cassation semblait être d'expliquer quelle était la bonne pratique permettant un dialogue contradictoire, utile et documenté avec le contribuable. Bon. Et du reste, le premier considérant était bien de dire que l'administration doit établir l'insuffisance de la valorisation du terrain. Bien sûr, je n'ai pas dit, parce qu'on sait ça tous plus que bien, qu'évidemment, le terrain n'étant pas amortissable, cette ventilation a une importance par effet incident sur la valeur amortissable du bâti. Et donc, le juge du Conseil d'État de nous expliquer que, au fond, de façon pyramidale, il y avait trois approches. L'approche à privilégier, ce que nous, en comptabilité, on appellerait la méthode préférentielle, qui était donc de comparer avec des transactions sur des terrains nus, qui soient assez proches. Bon. Moi qui suis un passionné d'évaluation, qui a enseigné ça à l'université il y a quelques années, je sais combien la comparaison n'est pas raison. Et donc, comment arriver à trouver un comparable correct, comment faire un panier de benchmark qui tienne, ça c'est pas facile du tout, hein, parce que il va falloir déjà déterminer les caractéristiques physiques du sol, mais aussi l'emplacement. Et avec l'emplacement, on glisse dans des critères qualitatifs et ça devient très compliqué de trouver des comparables. Alors là, j'aurais une question pour M. Rosias tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai l'habitude de penser que, je ne fais qu'imiter les experts, je ne sais même pas si c'est pas dans le manuel Tegova, hein, ce truc-là, qu'un terrain occupé vaut 20% de moins qu'un terrain non bâti. Parce que si on trouve évidemment une référence de terrain nu, il est quand même difficile de la comparer à un terrain bâti. Alors là, c'est un débat, hein, je le lance volontairement parce que j'ai lu avec beaucoup d'attention les commentaires que faisait M. Rosias sur les propositions de Slate. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle on reviendra. Parce qu'à supposer qu'on trouve un comparable, encore faut-il passer de l'évaluation d'un terrain nu à l'évaluation du terrain bâti que vous avez, puisqu'il s'agit bel et bien de l'acquisition d'un immeuble. À défaut de pouvoir trouver un comparable convenable, eh bien à ce moment-là, on inverserait la logique, on partirait de la valeur en coût de reconstruction du bâtiment et on en déduirait la valeur du terrain. Méthode compliquée. Une association d'experts avait notamment fait un texte très intéressant, assez court, et qu'on peut tous lire, en commentaire de cette jurisprudence du Conseil d'État, en disant, bon, mais un coût de reconstruction, mais bon, comment on fait pour la vétusté sous ces différentes exceptions? La vétusté, l'obsolescence, l'inadéquation aux normes actuelles, etc., etc. Et donc, ça va impacter directement l'évaluation du terrain, donc c'est une complexité. La troisième méthode, il faudrait dire beaucoup plus, hein, mais Karine a fait le calcul, on a 3 minutes par diapo, donc c'était hors taxe en plus, hein, donc il faut être efficace. Hein. Alors, donc la troisième méthode, à défaut de pouvoir appliquer les deux premières, c'est, mais là ça ne s'adresse qu'à l'administration, parce que la collecte pour le contribuable, là pour le coup est compliquée, c'est d'utiliser des ratios de valeur centrale avec des dispersions raisonnables, puisque vous savez que la moyenne, c'est jamais qu'un paramètre de valeur centrale, mais si la dispersion autour de la moyenne est forte, ça déqualifie la moyenne, hein, du coup.
Donc la moyenne ou la médiane de ratios qui permettent pour des entreprises comparables, au fond, de s'inspirer de la décomposition des autres. Voilà la jurisprudence du Conseil d'État. Quand on a effectivement ce problème-là, il est utile de se sourcer sur des cas réels. Et je crois que Madame a un cas pratique à nous proposer, ce qui est toujours très illustratif. Bonjour à tous. Donc c'est vrai qu'en brigade, on s'intéresse à la ventilation terrain-construction quand on vérifie une société. Et on trouve très souvent des ventilations 10% terrain, 90% immeuble. Donc dans ces cas-là, on essaie de voir si à partir des informations que l'on peut trouver dans les outils de comparaison que va présenter mon collègue, si la ventilation qui a été retenue par la société est correcte. Donc actuellement, nous avons un dossier en cours. Pardon, excusez-moi. Actuellement, nous avons un dossier en cours à la brigade où on a rencontré cette situation, à savoir 10% terrain, 90% immeuble. Et c'est une SCI qui est au revenu foncier, dont l'associé majoritaire est une société à l'IS. Et cet immeuble qu'elle détient est sur Paris 8e. Donc, a priori, sans avoir fait trop de recherches, on s'est rendu compte que la ventilation de 10% terrain, 90% immeuble ne paraissait pas très bonne. Donc, à partir des outils dont nous disposons, nous avons essayé de chercher des comparables dans le même quartier ou le même arrondissement que l'immeuble détenu par la SCI. Donc, on a à peu près trouvé une dizaine d'immeubles achetés à la même époque, hein, parce que on doit appliquer la jurisprudence qui nous demande de trouver des comparables de cession à la même période, même antérieure à la date d'acquisition de notre immeuble. Donc on a trouvé une dizaine d'immeubles qui nous paraissent comparables. Et ensuite, nous avons consulté les liasses fiscales déposées par les sociétés qui détiennent ces immeubles pour voir la ventilation qu'elles avaient faite. Et là, on se rend compte on a à peu près, à partir de ces 10 comparables, trouvé une ventilation de 40% pour le terrain, 60% pour l'immeuble. Donc la différence entre ce qui a été fait par la société 1090 est importante. Donc on s'est lancé on envisage de faire ce redressement. Alors les brigades suivent les recommandations et la méthodologie proposée par le Conseil d'État dont l'arrêt a été décrit par M. Thomas. Pour les immeubles anciens, les deux premières méthodes sont difficilement applicables. Donc on se retrouve très souvent pour des immeubles anciens dans la troisième méthode. Et c'est la méthode là que l'on va retenir pour faire le redressement. Sachant que le Conseil d'État nous demande dans son arrêt d'expliquer pourquoi les deux premières méthodes ne sont pas applicables et ne sont pas appliquées par l'administration. Donc dans la proposition de rectification, nous allons d'abord expliquer pourquoi les deux méthodes ne sont pas applicables et ensuite utiliser la troisième en donnant la démarche que je viens de vous présenter, à savoir recherche d'actes d'immeubles qui sont dans le périmètre de l'immeuble acheté, et ensuite consultation des bilans des sociétés pour voir la ventilation qui a été faite par ces entreprises-là. Donc ça m'amène ensuite à faire une rectification, puisque vous comprenez bien, la ventilation au niveau de la société étant mauvaise, la société a trop amorti. Donc, ça entraîne un rejet des amortissements sur la période non prescrite, c'est-à-dire en général 3 ans, puisque là, actuellement, nous vérifions 2018, 2019, 2020. Donc, 3 ans d'amortissement que l'on rejette. Et ensuite, le 38.4 bis du CGI nous permet de remonter un petit peu plus et de rejeter les amortissements qui ont été comptabilisés dans les 7 ans précédant la période non prescrite. Donc, globalement, à ce jour, nous pouvons rejeter 10 ans d'amortissement. Donc, c'est assez conséquent pour les entreprises. Je vais rajouter peut-être une petite explication sur pourquoi l'administration est amenée à redresser les années prescrites. Le point de départ, c'est la correction symétrique des bilans. Quand une erreur se répète dans 2 bilans successifs, l'obligation, c'est de corriger du coup chacun de ces bilans. Et on remonte ainsi jusqu'au bilan, je dirais, qui comporte l'erreur. Et si
cette erreur se rattache à un exercice prescrit, normalement le redressement n'est pas possible. À cette règle de correction symétrique s'ajoute une limite qui est l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Dit autrement, je dois corriger, ou l'administration, que ce soit contribuable ou administration, peu importe, on corrige chacun des exercices, mais il y a cette date butoir, le premier bilan, l'ouverture du premier bilan non prescrit. Si bien que le redressement se retrouve cantonné à un exercice non prescrit, alors même qu'il est afférent à des années antérieures. Donc le premier temps, c'est la correction symétrique. Le deuxième temps, c'est l'intangibilité du bilan d'ouverture qui amène, ce qu'expliquait Mme Soustelle, à redresser donc, sur le premier exercice des amortissements passés. Il existe enfin un troisième point qui est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est l'erreur qui date de plus de 7 ans avant l'ouverture du bilan, du premier bilan non prescrit, dit autrement plus de 10 ans à compter du contrôle, puisqu'en général le contrôle c'est les 3 dernières années, j'ajoute 7 ans, j'arrive à cette somme de 10 ans. Et donc une erreur qui date de plus de 10 ans, eh bien le législateur a prévu le droit à l'oubli, ce qui du coup empêche l'administration d'appliquer l'intangibilité du bilan, d'ouverture du premier exercice non prescrit. On revient donc à la règle, correction symétrique, on remonte jusqu'à l'année au titre de laquelle l'erreur est commise. Si cette année est prescrite, eh bien le redressement n'est pas possible. Que se passe-t-il au niveau des amortissements? La position de l'administration, qui est reprise au BOFIP d'ailleurs, j'avais fait un petit schéma ou un petit tableau, voilà. Dans le BOFIP, vous voyez cette application déclinée pour les différentes hypothèses de problématiques d'amortissement. Et vous avez par exemple indiqué la première ligne, erreur en matière de durée, c'est-à-dire la dotation est excessive au regard des usages. Et vous avez à droite, est-ce qu'on applique l'intangibilité du bilan d'ouverture ou pas? Et quand ça coche non, dit autrement, puisqu'il n'y a pas cette date butoir, on remonte jusqu'à l'année problématique, et si elle est prescrite, fini. Donc quand on est dans la colonne de droite, ça veut dire qu'on ne peut pas remonter au-delà des 3 années concernées. La deuxième ligne, c'est amortissement à tort d'un bien non amortissable, j'ai mis entre parenthèses, dont erreur de ventilation. Et là, on fait la différence entre moins de 7 ans, plus de 7 ans, c'est-à-dire qu'une dotation comptabilisée il y a plus de 7 ans, c'est le droit à l'oubli. Colonne de droite, si c'est prescrit, c'est terminé, par définition, c'est prescrit. Alors que la dotation, toutes les dotations qui datent de moins de 7 ans, on n'a pas le droit à l'oubli, position de l'administration, colonne de gauche, donc on applique l'intangibilité du bilan d'ouverture, dit autrement, toute cette masse des 7 années d'amortissement trop comptabilisé, trop déduit, se retrouve rattaché au premier exercice non prescrit et du coup fait l'objet du redressement. Ça, c'est la position de l'administration et c'est ce que j'avais également en tête pour ma part jusqu'à ce qu'un arrêt du Conseil d'État dont on a discuté encore hier avec Madame Soustelle notamment, qui est l'arrêt du 29 décembre 2020 qui s'appelle Société MJ France. Dans cet arrêt, on avait exactement cette problématique d'un bien qui avait été acquis il y a plusieurs années et des amortissements passés, notamment en période prescrite, et la question du droit de l'administration de redresser ou pas sur les années prescrites au titre du premier bilan non prescrit. Et en fait, le raisonnement, après plusieurs lectures et discussions, semble être le suivant. À la lecture des conclusions du rapporteur public, certes, on a des erreurs répétées qui sont chacun des amortissements. Parce que chaque année, on dote un amortissement et chaque année, j'ai une problématique qui devrait être corrigée. Donc, je comprends la philosophie du tableau qu'on vient de voir juste avant, des amortissements selon leur date de comptabilisation, plus de 7 ans, moins de 7 ans. Mais ce qui résulte de cette jurisprudence, c'est qu'en fait, cette comptabilisation d'amortissement, c'est une erreur induite d'une erreur unique. L'erreur unique, c'est qu'à un instant T, on a inscrit en se trompant dans la ventilation terrain-construction. Et finalement, la pratique de l'amortissement qui en découle, certes chaque année et certes chacune
des dotations est une erreur en soi, mais ce n'est qu'une conséquence mécanique d'une erreur unique. Dit autrement, l'erreur à corriger, c'est l'erreur de ventilation, même si la conséquence, c'est la problématique amortissement. Dit autrement, si cette erreur date de plus de 7 ans, et cette fois-ci c'est l'acquisition que je regarde et non pas la dotation, si l'acquisition date d'il y a plus de 7 ans, à la lecture de cet arrêt, on aurait bien le droit à l'oubli. Alors même qu'on a comptabilisé sur des périodes de moins de 7 ans et bien sûr sur les 3 dernières années. À ce jour, la position de l'administration n'a pas été modifiée à la lecture de... Non, au cas particulier de dossier qui est traité à la brigade, c'est une acquisition de 2015, donc on n'est pas dans les mêmes faits que l'arrêt du Conseil d'État. Et pour l'instant, l'administration applique sa doctrine, à savoir on regarde chaque dotation d'amortissement, et c'est chaque dotation qui est une erreur, donc c'est pour ça que ça nous permet de reprendre globalement 10 ans d'amortissement si on a un bien acheté par exemple en 2002. D'accord ? Mais c'est vrai que cet arrêt du Conseil d'État, qui est quand même une solution inédite, parce que c'est la première fois qu'il se positionnait sur ce point-là. Et c'est vrai que le Conseil d'État nous a dit, c'est pas chaque année l'amortissement, comme l'a expliqué Maître Deleu, mais c'est au moment d'acquisition. L'erreur a été commise en période prescrite, donc l'administration ne peut plus rien faire. Alors, à ce jour, la doctrine n'est pas modifiée, la doctrine administrative, donc on maintient notre position, à savoir qu'il n'y a pas de droit à l'oubli, alors même que l'acquisition aurait lieu 10 ans avant la période la date d'aujourd'hui. Voilà. J'ai compris aussi dans nos discussions que finalement le service à ce jour regardait les acquisitions. Ah non, là je dis une bêtise. Finalement, votre acquisition était antérieure à la période prescrite. Je pense à un autre sujet dont on parlera plus tard. Une question induite de cette problématique d'amortissement, c'est finalement le calcul de la plus-value. Qu'est-ce qu'on va retenir quand on va calculer cette plus-value future, puisque la plus-value par définition c'est prix de cession à la VNC. Cette VNC, on la détermine comment? Est-ce que c'est par rapport aux amortissements déduits ou aux amortissements non déduits? Et on a un texte qui est 39 du BCS qui nous dit que dans le calcul de la plus-value, on doit tenir compte également pour la VNC des amortissements non déductibles. Donc je crains qu'il y ait potentiellement une double peine. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de le traiter. Pour l'instant, on n'a pas eu le sujet du calcul de la plus-value, mais j'ai l'impression que la solution que vous préconisez, c'est celle que l'on va retenir. Je ne l'ai peut-être pas préconisé. Proposé, évoqué. Cette question se retrouvera dans l'arrêt Star-Ouest qu'on évoquera à 2 reprises, puisqu'il y a bien eu un calcul de plus-value sans sortie d'actif, en plus, là, au cas d'espèce, calé sur la totalité des amortissements non pratiqués et non déduits. Oui, effectivement, on réabordera tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est la problématique de l'inscription au bilan d'un immeuble alors que l'acquisition est antérieure. Donc je suis propriétaire d'un bien immeuble. On va raisonner essentiellement en entreprise individuelle finalement ici, puisque c'est là où j'ai le choix d'inscrire ou pas mon immeuble à l'actif. Il y aurait une précision. Sur le premier sujet, je peux dire un petit mot quand même rapide, pas sur le sujet, mais sur celui-là. Comme vous l'avez rappelé, c'est l'administration qui a la charge de la preuve si on veut remettre en cause la répartition. J'ai envie de vous dire que souvent, ce qui se passe, ce qui arrive parfois, je ne dis pas que c'est le cas de votre dossier dans le sous-tel, mais donc on attend qu'on apporte cette preuve contraire. Moi, je pense quand même que c'est un sujet difficile d'évaluation, et souvent, quand ça arrive devant moi, en gros, on finit par me dire oui, vous avez raison, par contre, votre valorisation, votre répartition est excessive, il faudrait qu'on trouve un accord. Je pense qu'on a tout à fait intérêt, et vos clients ont intérêt, si il y a un contrôle et qu'effectivement il s'avère qu'ils ont pris un taux forfaitaire, qu'ils se disent bon, le taux n'est pas bon, plutôt qu'attendre la note, si je puis dire, de l'administration et discuter après, je pense qu'on a tout intérêt à discuter ensemble sur une valorisation, un redressement et pour le moins trouver un accord. Parce que la meilleure chose, c'est ça. C'est un moment d'arriver à s'entendre. Souvent, qu'on arrive à la fin à une variable qui est
pas très importante. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je laisse la parole à M. Miavi pour nous parler de cette première inscription d'une entreprise avec un exemple que nous avons pris bien connu, qui est le loueur d'un bien immeuble, d'abord en location nue et qui bascule ensuite vers une activité de location meublée. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, la problématique, c'est qu'effectivement, en étant loueur nu, on ne peut pas déduire donc, au revenu foncier donc, l'amortissement. Et lorsqu'on passe donc, en meublé, là, on peut effectivement déduire l'amortissement puisqu'on est en BIC. Alors, la solution est donnée donc, par le BOI, qui est cité dans son paragraphe 470 et qui indique qu'il faut inscrire donc, le bien à la valeur d'origine et non pas la valeur réelle au moment donc, du passage de nu à meublé. Et par ailleurs, il faut ne pas oublier de faire figurer au bilan d'ouverture les amortissements qui auraient dû être pratiqués depuis la mise en service donc, de l'immeuble. Donc c'est l'article 39.1.2 donc du CGI. Je voulais juste apporter une précision par rapport au BOI qui est cité. Donc c'est le BOI qui est en vigueur depuis 2014, le 8 septembre 2014. Mais auparavant, donc, il y avait une petite ambiguïté dans la rédaction du BOI, donc entre j'allais dire, le 12-09-2012 et le 8-9-2014, parce que la doctrine administrative citait donc, la jurisprudence du Conseil d'État, une vieille jurisprudence qui datait du 6-12-1961, et qui indiquait, alors je la reprends, la base servant au calcul des amortissements doit être fixée à la valeur vénale des éléments à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont assujettis à l'impôt. Donc là, c'est une formule qui évoquait la valeur vénale, mais aussi le premier exercice dont les résultats sont assujettis à l'impôt. Bon, impôt, de quel impôt parle-t-on? L'impôt. Donc, ce n'était pas très clair, d'où la nouvelle rédaction du BO qui, elle, est très claire, puisque c'est celle qui figure à l'écran. Donc, valeur d'origine et pas valeur donc, vénale ou valeur réelle. Je pense qu'il est important de souligner, c'est que ce BOI a fait l'objet d'une modification en 2014 et donc de bien avoir en tête la rédaction depuis 2014 qui pour le coup est très claire. Alors après on a fait le parallèle du coup avec une situation qui faisait penser à la première mais dans le cadre d'une SCI. Absolument, dans le cadre d'une SCI donc à l'IR, donc vous savez donc SCI à l'IR, donc une société translucide donc fiscalement, c'est-à-dire que c'est les associés, ce n'est pas la SCI, mais les associés qui sont redevables de l'impôt. Par contre, c'est bien la SCI qui doit déclarer, donc faire une déclaration. Et selon que l'associé relève des revenus fonciers ou du BIC, voire de l'IS, c'est le cas d'une société à l'IS qui est achetée par le SCI, la détermination donc, du bénéfice se fera selon les modes revenus fonciers ou les modes donc BIC-IS. Et le mode BIC-IS, donc avec calcul d'un amortissement, qui n'est pas possible, encore une fois, donc en revenu foncier. Donc là aussi se pose la question, quelle est la valeur d'inscription. Donc là aussi, le BOI, donc le site, et enfin, on renvoie donc au BOI que je viens de citer, et cette solution figure également en jurisprudence. Le Conseil d'État, le 10 juillet 2007, donc c'est la SCA Ouest, dont on reparlera dans l'exposé, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de choses dans cette jurisprudence du Conseil d'État de 2007. Donc, reconstitution comptable des amortissements des biens inscrits à l'actif de la SCI, donc au moment de l'acquisition des biens, et non de celle du changement des règles de détermination du résultat lors de l'entrée des associés à l'IS. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, si l'immeuble est très ancien, ça par exemple plus de 30 ans, au moment donc, où de nouveaux associés donc, rentrent, il n'y a plus de possibilité d'amortir. Vous voyez bien. Maître Deleu, vous vouliez confirmer. Je partage. Partagez. Donc ça c'était le premier cas. Et en fait, on a voulu faire le parallèle dans ce BOI. Vous avez un numéro 470 et un numéro 480. Et on a fait ce parallèle volontairement. Le 480 a pour titre « Les éléments appartenant à l'exploitant mais inscrits au bilan en cours d'exploitation ». Donc là, on est le plus souvent dans le cadre d'un entrepreneur individuel qui a fait le choix de laisser
dans son patrimoine privé son immeuble, mais qui avait déjà démarré son activité professionnelle dans le cadre de l'entreprise individuelle. Et alors que cette activité est en cours, qu'il est d'ailleurs au régime réel, dont dit l'administration dans le cadre de ce BOI, et bien par la suite il décide d'inscrire. Et dans ce cas-là, l'inscription se fait à la valeur vénale, la valeur réelle, et l'amortissement sur cette base. Alors ce qui m'a amené de manière un peu provocatrice à me dire, mais ça veut dire qu'un loueur nu qui passe en meublé, dans un premier temps déciderait, ayant en tête ce petit 480 du BOI, de ne pas inscrire pendant un certain temps son immeuble, puisqu'il sait s'il inscrit, eh bien, il va être tenu à la valeur comptable. Il ne l'inscrit pas, puis quelques temps plus tard, il l'inscrit, il tombe du coup dans ce cas-là et serait en valeur réelle. Je ne dis pas que c'est une solution appliquée, mais ça m'interpelle quant à la dichotomie qui est faite entre ce premier point du BOI, on est en valeur comptable, et ce deuxième point, on est en valeur réelle. Je ne sais pas s'il y a des observations. Y aurait-il pas abus de droit, non, dans ce cas-là? Enfin, non, c'est juste une première réaction. Pas de pratique, en tout cas. Pas de pratique, en tout cas, hein, sur ce type de redressement ou de situation qui n'a pas été rencontrée, en tout cas. Alors, ce que je relevais pour aller jusqu'au bout, en parallèle, lors de la session, on va être typiquement dans cette configuration, dans la configuration des biens migrants, c'est-à-dire qu'on va dégager en cas de cession deux plus-values, une plus-value privée et puis ensuite une plus-value professionnelle. Par ailleurs, dans la première situation, où on conservait la première valeur, par définition, il ne devrait pas y avoir d'application de la théorie des biens migrants, puisqu'il n'en a pas dégagé de plus-value intermédiaire, en quelque sorte. Sur ce point, une remarque praticienne, hein, parce que ça c'est un vrai problème, les biens migrants. Il faut impérativement garder au dossier les éléments qui permettront de recalculer à terme la première plus-value, qui est une plus-value immobilière des particuliers, puisqu'on est passé du patrimoine privé à l'affectation professionnelle, c'est-à-dire classe 2 et 108 en contrepartie, hein, pour la dissocier de la plus-value effectivement professionnelle, qui concernera la différence entre le prix de cession ultime et la valeur d'inscription à l'actif. Ce dernier cas pouvant éventuellement bénéficier de l'abattement 157 TSB. 105, je me bourre toujours là. C'est ça. Bon, alors c'est celui-là. C'est-à-dire 10% d'abattement au-delà de 5 ans de détention. Donc vous avez là presque un cas d'école pour étudiants. Vous savez, vous avez une plus-value immobilière des particuliers entre la valeur d'acquisition et la valeur d'inscription à l'actif, avec l'abattement pour durée de détention que vous connaissez. Et vous avez ensuite le 151 7 Attention, le 151 7 ne concerne pas les amortissements. C'est que la vraie plus-value. Hein. Donc les amortissements, s'il y a plus-value, ça remet en cause le principe même de la dépréciation. Les amortissements ont été déduits en droit commun, ils sont taxés en droit commun. Hein, c'est la symétrie bien connue. Le sujet suivant entrait à justement la problématique des amortissements et notamment la qualification des immeubles de placement. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure, on a un de nos clients a acheté un immeuble bâti, non neuf, souvent, le plus souvent. Premier problème, détacher le terrain, on vient de voir que c'est déjà une problématique complexe. Hein. Et que, au passage, l'écriture comptable matérialise la décision de gestion au sens fiscal. Hein. Les écritures comptables, c'est pas rien, hein, fiscalement. Hein. Donc, quand on a fait ça, le deuxième travail, c'est comment calcule-t-on l'amortissement du bâti. En commission des impôts, j'ai vu au moins 2 dossiers de SCIS ces dernières années où les services vérificateurs avaient discuté le montant des amortissements déduits par défaut de décomposition. Donc, la décomposition, on le sait tous, elle est arrivée en 2006, hein, avec les normes comptables sur les actifs et la dépréciation. Et on s'est tous demandé, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que notre profession est très légaliste. Hein. Donc on s'est demandé à cette époque-là, que faire de ces textes?
Hein, et on a tous réfléchi, est-ce qu'il faut amortir la semis différemment du tracteur dans un semi-remorque, la grue montée sur camion différemment du camion, etc. D'autres qui ont des dossiers plus importants se sont demandé si un avion s'était amorti comment, en les composants pas. Et franchement, on n'avait rien. Hein. Je me souviens avoir fait remarquer à Madame Conry à l'époque de dire, mais vous savez, c'est compliqué ça. Et elle, au bout d'un moment, de me dire, mais vous en faites pas, Monsieur Thomas, vous devez agir maintenant, mais nous, on aura le recul de l'histoire. Hein. Voilà. Bon, nous, malheureusement, on doit agir au moment où le texte sort. Bon. S'il y a bien un bien où cette question n'a pas de dimension métaphysique, c'est un immeuble. Parce que clairement, dans un immeuble, il y a 4 composants traditionnels. Hein. Le clos et le couvert, tout ce qui permet de rendre l'immeuble étanche, hors d'eau, hors d'air. Hein. Deuxièmement, les installations générales et techniques, les ascenseurs, les sanitaires, les extracteurs d'air, tout ce que vous voulez, la VMEC, etc. Troisièmement, les agencements, décoration, peinture. Hein. Et quand on a détaché tout ça, il reste un truc qu'on ne sait pas décomposer plus avant, qui est la structure. En général, ça ressemble aux gros œuvres. Bon. Donc, là, il y a une véritable problématique de calcul des amortissements. Là encore, les quotités retenues, les durées retenues, constituent des décisions de gestion au sens fiscal. Hein. Les arbitrages comptables, là, ont une portée grandissime. Alors, le problème à partir de là, on va faire un saut sur le stade d'après, on reviendra sur le précédent. Donc, le Centre scientifique et technique du bâtiment a fourni un certain nombre de statistiques. Ce tableau est repris au BOFIP. Donc, vous avez par type d'immeuble, locaux d'activité, centres commerciaux, logements et bureaux, des fourchettes de quotité et des fourchettes d'amortissement. Nos intervenants des services fiscaux diront ce qu'ils en pensent, mais peut-être qu'on peut déjà avancer le fait que si on décompose un immeuble en se conformant à cette matrice, le risque de redressement est peut-être relativement maîtrisé. Oui, je pense que si le tableau qui est présenté dans la diapositive est respecté, on ne posera pas plus de questions. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième point, ça, c'est une distinction du droit comptable. Ce n'est pas une distinction fiscale. Mais vous savez que le 38 quater de l'annexe 3 a établi un pont extrêmement important entre droit comptable et droit fiscal, en disant très clairement qu'il n'y a pas de définition fiscale spécifique, c'est une définition du plan comptable général, du PCG, qui s'applique. Alors, le droit comptable a imaginé la notion d'immeuble de placement. C'est pas un cadeau, ça, hein, parce que c'est compliqué. Hein. On nous dit un immeuble de placement, c'est un immeuble dont la justification se situe dans la génération de loyer, à la différence d'un immeuble autre que de placement, qui, lui, est un outil professionnel, à l'instar des biens d'équipement, de l'informatique, etc. Bon, mais dans une saine gestion du patrimoine de l'entrepreneur, nous prescrivons très souvent une dissociation du patrimoine immobilier par rapport au patrimoine professionnel. J'ai, pour ma part, la faiblesse de croire que dans la plupart des cas, c'est une prescription de grande pertinence. Alors, à partir de là, comment on fait? On se retrouve face au problème qu'on avait à l'époque à l'ISF. Un immeuble qui est dans une SCI ne peut pas être un bien professionnel? Point d'interrogation. La solution doctrinale qui a été imaginée ressemble assez, toutes choses égales par ailleurs, à celle de l'ISF. C'est-à-dire de dire, si la SCI et l'activité professionnelle sont contrôlées par les mêmes structures, alors on peut retrouver la notion d'entreprise liée. Bon. À ce moment-là, tout se passe comme si l'immeuble qui est dans la SCI était un immeuble affecté professionnellement et donc pas un immeuble de placement. On pourrait se dire, bon, parce que la qualification ne procède pas d'une espèce d'exégèse un peu inutile. Ben non, parce que regardez le petit tableau que nous avons fait.
Lorsque vous avez affaire à un immeuble de placement, vous devez utiliser la durée réelle d'utilisation pour les composants comme pour la structure. Alors que si vous décomposez un immeuble qui est déjà dans le bilan d'une société IS ou BIC, ou d'une entreprise individuelle, là vous pouvez pour la structure garder la durée d'usage, c'est-à-dire la durée qui était antérieurement pratiquée pour l'ensemble de l'immeuble avant que vous ne le décomposiez. Et ça n'a l'air de rien, mais ça représente un différentiel de déduction qui est parfois très significatif. Deuxièmement, vous pouvez très bien avoir un immeuble bâti sur sol d'autrui, par exemple avec un droit de superficie ou un bail à construction. À ce moment-là, le bail à construction peut avoir une durée inférieure à la durée d'amortissement de la structure. Vous serez donc en situation de complémenter la dépréciation d'une provision, au-delà des autres débats fiscaux qu'on peut avoir sur la déduction de cette provision. Il est clair que si c'est un immeuble de placement, vous avez une difficulté supplémentaire de qualification de cette provision. Donc la distinction est d'importance. De ce point de vue, le BOFIP nous laisse un peu dans l'incertitude parce que lorsqu'il s'agit de démontrer que la liaison entre la SCI et l'entreprise opérationnelle permet de faire comme si l'immeuble était un immeuble autre que de placement, on nous prend comme exemple le cas d'une structure opérationnelle qui est un SNC et une SCI. C'est un peu gênant parce que la SCI, à l'instar de la SNC, sont translucides. Et donc, si vous voulez, moi, j'aimerais peut-être un jour, si c'était possible, que le BOFIP statue sur un cas plus topique et remplacer la SNC par une SARL ou une SAS. Parce que là, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des questions sous-jacentes qui ne sont pas évidentes à traiter. Donc, on a ventilé le terrain, on a décomposé l'immeuble, on amortit. Bon, là, a priori, on a pris 7, 8, 10 décisions de gestion au sens fiscal. Il n'y en a qu'une qu'on n'a pas encore abordée. Qu'est-ce qu'on fait des frais d'acquisition de l'immeuble? Je ne sais pas si c'est la suivante. Qu'est-ce que c'est la diapo suivante? Ah, les frais d'acquisition. D'accord. Alors, les frais d'acquisition, voilà encore un sujet qui est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il est au confluent du droit comptable et du droit fiscal. Vous savez que l'annexe 3, les articles 38, etc., quand vous regardez leur évolution sur 15 ans, vous vous apercevez qu'ils n'ont eu de cesse, lorsqu'ils ont été modifiés, que de converger vers le droit comptable. Et les divergences se restreignent de plus en plus. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Autant au plan de la sécurité juridique qu'au plan de la pertinence du prélèvement fiscal. La question est, lorsqu'on achète un immeuble, on a des frais d'acte, on a les droits de mutation à titre onéreux, on a des commissions éventuelles de l'agent immobilier, on a parfois versé même d'autres sommes pour avoir une libre disposition paisible du bien acquis. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces frais? À l'impôt sur le revenu, si c'est une SCI translucide, comme on l'explique il y a 2 minutes, le débat est d'une importance relative, parce que de toute façon, on ne pourra pas les déduire. Mais j'attire votre attention sur une petite règle pratique qui nous simplifie bien la vie. Puisqu'on ne peut pas les déduire, tant vaut-il les activer? Parce qu'une SCI sans bilan, ça ne peut pas exister. C'est une société. Donc, une société doit décrire son patrimoine. Une SCI sans bilan, même si on ne doit pas le produire à l'administration, ce n'est pas raisonnable. Donc, si on les active, ils deviendront traçables. On n'aura pas beaucoup de recherche à faire. Si un jour la SCI vend l'immeuble, eh bien, ce sera facile d'arbitrer sur le traitement en plus-value de ces frais d'acquisition, puisque vous les aurez historisés dans votre tableau des immobilisations. Quand je dis une SCI sans bilan, c'est pas raisonnable, je ne dis pas que la SCI doit forcément amortir. Ça, c'est une autre question. Là, la comptabilité prend une dimension de gestion patrimoniale. Par contre, si elle décide de ne pas amortir, vérifions dans les statuts qu'il n'y a pas de référence au plan comptable général.
Je me souviens d'un ami notaire me disant « Tu vas être content, dans les statuts, on a mis application du PCG pour des immeubles d'habitation. » Je dis pour une fois que Dieu n'aurait pas dû. Parce que le PCG, il s'applique globalement, pas de façon spécifique. Si par contre vous êtes dans une structure BICIS, ou autre, mais hors impôt sur le revenu patrimonial, vous allez pouvoir soit mettre les frais d'acquisition dans l'actif et les déduire au rythme de l'amortissement, soit les déduire flat. Là, c'est non seulement une décision de gestion, mais c'est une décision de pertinence en termes de gestion fiscale. Donc c'est un vrai sujet, ça. Le droit fiscal, c'est associé par le 38, je vous ai mis 38 quindes de l'annexe 3, à cette logique, le profit, selon ma lecture, mais je souhaite la contradiction, si besoin est, ne dit rien d'autre que cet alignement. Attention quand même à un principe comptable qui pourrait avoir une portée fiscale, le principe de permanence des méthodes. Parce qu'il n'est pas évident que si vous avez fait ça pour le premier immeuble, vous puissiez faire autrement pour le second immeuble acquis. Donc là, il y a un vrai questionnement. Je n'ai pas trouvé de position doctrinale, je n'ai pas trouvé d'arrêt de jurisprudence, mais on peut légitimement s'interroger sur la possibilité de traiter de façon différente un premier immeuble entré dans l'actif d'un bilan et un second immeuble entré dans l'actif d'un bilan sur le terrain du droit comptable, mais 38 quater de l'annexe 3, qui pourrait éventuellement être excité en droit fiscal. Donc voilà, là je crois qu'on a fait un tour raisonnable de toutes les conséquences de l'acquisition d'un immeuble. Le sujet suivant a trait au prix d'acquisition de l'immeuble. Alors c'est vrai que dans les structures BICIS, on est sensibilisé depuis toujours sur le prix de cession, ne pas commettre un acte anormal de gestion, une renonciation en recettes. Et est née depuis, je crois que c'est 2005, Rafipac, une autre problématique qui est le prix d'acquisition cette fois-ci. Acheter à un prix minoré, est-ce que ça peut être un problème fiscal ? Alors, quand on achète à titre onéreux, la valeur d'inscription, c'est le prix d'acquisition. Quand on acquiert un bien à titre gratuit, sa valeur d'inscription, c'est la valeur vénale. Et bien, quand on achète à titre onéreux, moyennant un prix, bien sûr, convenu entre les parties, mais si ce prix est minoré, eh bien, on va être un peu à mi-chemin entre les deux. On a pour partie une acquisition à titre onéreux, pour le coup, on a bien mis sa valeur à titre onéreux dans le bilan, mais pour partie, on l'a acquise à titre gratuite. Dans le cadre éventuellement d'une libéralité sous certaines conditions, c'est ce qu'on va voir. Et à ce titre, eh bien, la différence entre le prix qui était convenu par les parties et la valeur vénale devient pour cette partie-là une acquisition à titre gratuit, ce qui justifie l'inscription au bilan pour ce différentiel, dans certains cas. Donc on a ce sujet d'acquisition à prix minoré. Le principe a été posé dans une affaire qui s'appelle donc Rafipac, qui date de quelques années maintenant et qui précise que l'administration a le droit, lorsqu'elle constate que les parties ont volontairement minoré le prix d'acquisition, eh bien, de rectifier cette libéralité. Ça se traduit par une variation d'actifs nets et donc un profit. Les conditions qui étaient posées dans cet arrêt, elles sont au nombre de 2. Il faut un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale. Qui dit écart significatif dit quel est le seuil de cet écart significatif pour qu'on soit sanctionnable. Alors évidemment, le Conseil d'État s'est bien gardé de donner un seuil. L'administration fiscale n'en a pas donné davantage. Pour autant, se dessinent quelques seuils quand même dans les différentes jurisprudences. Si on parle de titres de société, on a tendance à penser que le seuil est autour de 20%. Quand on est sur des immeubles, le seuil semble différent puisqu'on a de la jurisprudence qui est à 12%. Oui, on retient en général l'arrêt du Conseil d'État du 13 juin 2012 qui nous donne un seuil autour de 12%. Voilà. Donc, ce qui nous amène à une marge de manœuvre beaucoup plus fine que pour les titres de société. Cela étant, on peut comprendre que la valorisation de titres de société est sans doute plus compliquée que pour un immeuble, quoique. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que l'administration caractérise une intention libérale entre les deux parties.
Donc le vendeur devait avoir l'intention d'accorder cette libéralité et l'acquéreur de la recevoir. Et la jurisprudence nous dit que cette démonstration, l'administration n'a plus véritablement à la faire lorsque on est dans une configuration particulière de communauté d'intérêt entre les parties, de relations, si on a les mêmes associés par exemple, cette communauté d'intérêt vaudrait présomption de l'intention libérale. La question qui se pose, c'est que au gré des jurisprudences, la deuxième condition a parfois disparu, notamment dans un arrêt qui s'appelle Croix Suisse récent, qui fait disparaître cette condition lorsqu'il s'agit d'une immobilisation. Sous-entendu, une immobilisation, c'est quelque chose de très important pour une entreprise. Se dessaisir de son patrimoine, on doit y réfléchir à deux fois, et donc l'administration n'aurait même plus à caractériser l'intention libérale. Alors pour un stock, on conserverait les deux conditions. Cela étant, je relève quand même que ce courant de jurisprudence concerne dans tous les cas des cessions. Donc on est côté vendeur, côté appréciation de l'acte anormal de gestion et de la renonciation à recettes. J'ai plus de mal à appréhender cette même dichotomie immo-stock lorsque je suis côté acquéreur. Il n'y a pas pour le moment de jurisprudence sur le côté acquéreur. Donc, je ne sais pas l'administration si, dans le cadre des redressements du prix d'acquisition, vous faites une différence. J'ai cru comprendre que vous vous attachez sur les prix d'acquisition beaucoup plus aux immo qu'au stock par définition, puisque le stock, le profit sera dégagé puisqu'il a vocation à être vendu. Alors que pour un immo, il y a plus d'intérêt à procéder à la rectification. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse, j'ai envie de dire quasi systématiquement, aux cessions d'immeubles, enfin, ou aux acquisitions d'immeubles. C'est-à-dire du moment où un immeuble arrive à l'actif dans une société, ou alors est cédé, parce que souvent on est chez le cédant en fait, mais là on prend le côté de l'acquéreur, un immeuble arrive à l'actif, on va regarder systématiquement d'où vient cet immeuble. Par qui il a été vendu, est-ce qu'il a été vendu par une société liée. Donc c'est des sujets qui nous intéressent vraiment et on fait quand même pas mal de recherches pour valider le prix d'acquisition et puis parfois on fait le redressement quand vraiment on a une différence significative entre les comparables que l'on trouve et puis le montant inscrit à l'actif. Mais voilà, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment et sur lequel on travaille beaucoup. Donc vous aviez peut-être un exemple de rectification? Oui, donc actuellement on a une société qui a acheté 10 logements, 10 logements qui est vendu par une société liée. Ces logements, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous semblait qu'ils n'étaient pas très chers par rapport au programme immobilier qui avait été vendu par la société. Donc on a essayé de les valoriser en prenant en compte comparable. Alors là c'était plus simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire tourner les différents outils que nous avons à notre disposition. On a pris des comparables dans l'immeuble, puisque la société est une société de promotion immobilière qui vendait tout l'immeuble et qui avait réservé 10 logements pour une SCI détenue par le même dirigeant. D'accord ? Donc là, pour trouver la valeur des immeubles, on a pris des comparables dans la valeur des appartements, pardon, on a pris des comparables dans le même immeuble. Comme ça, on a pu vraiment se caler sur les mêmes superficies, les mêmes étages, pour arriver à démontrer que les immeubles qui avaient été vendus à la SCI étaient à prix minoré. Donc les rectifications sont importantes parce qu'il va y avoir des rectifications à la fois chez l'acquéreur, parce qu'il y a une minoration d'actifs, d'accord, il a rentré les appartements ou l'immeuble à un prix minoré, donc on va avoir un rehaussement, minoration d'actifs chez l'acquéreur, mais également chez le vendeur, puisque le vendeur, en vendant à prix minoré, il a renoncé à des recettes. Donc dans ces cas-là, voilà, l'impact financier est assez important et c'est un sujet qui nous préoccupe et que l'on regarde quasi systématiquement actuellement. Alors les conséquences induites, c'est côté acquéreur, comme la valeur d'acquisition va être rehaussée, bien sûr, la base amortissable nouvelle va permettre d'augmenter notre amortissement futur et un impact également dans le calcul de la plus-value future, la plus-value de cession. La question qu'on s'est posée, c'est la prescription. C'est est-ce qu'on pouvait procéder à une rectification
d'application uniquement sur les exercices non prescrits, ou est-ce que, donc les 3 derniers exercices, ou est-ce qu'on pouvait aller au-delà par la règle d'intangibilité du bilan? La problématique vient de la lecture du BOI, la sécurité peut venir de là. Les 2 premières lignes que vous voyez sur cette diapositive sont extraites du BOI, la 3e, c'est moi qui l'ai rajoutée volontairement. En fait, dans le BOI, on trouve le cas de l'omission d'inscription à l'actif d'immobilisation acquise ou créée en période prescrite. Et là, on nous dit, colonne de droite, on n'applique pas la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture, dit autrement, on remonte jusqu'à l'année où le problème se pose, et si elle est prescrite, pas de redressement. Si ce n'est que dans le BOI, il est indiqué, ce que j'ai mis en dessous, que cela concerne les cas, c'est pas un notamment, cela concerne les cas suivants, des erreurs résultant de la déduction en charge de dépenses qui auraient dû être immobilisées. On n'a pas activé. Le deuxième cas, sous-évaluation. Et là, on pourrait penser que ça nous va très bien, puisque colonne de droite, on voit que c'est non-application du bilan d'ouverture, de la théorie donc, de l'intangibilité du bilan d'ouverture, ce qui nous permet de remonter à l'année de prescription et de faire jouer cette prescription. Et la sous-évaluation dans le BOI concerne les erreurs résultant à nouveau de la déduction en charge de dépenses qui auraient dû être incorporées. Là aussi, c'est un problème d'activation. D'où ma question et la ligne que j'ai rajoutée, qui n'est pas du tout dans le BOI. Qu'en est-il des autres cas de sous-évaluation? Est-ce que la problématique qu'on est en train de voir, nous avons acheté un immeuble pour un prix qui est considéré comme minoré par l'administration, elle veut le redresser, et finalement, est-ce qu'elle va regarder si l'acquisition a plus de 3 ans, est-ce qu'elle va s'interroger sur cette minoration ou pas, et puis à ce moment-là, pourquoi pas faire la ventilation moins de 7 ans, plus de 7 ans. Dans le BOI, rien. Dans la jurisprudence, rien à ma connaissance. Et dans la pratique des services. Alors, sur le sujet, c'est vrai que quand Maître Deleu nous a posé cette question, avec Madame Romain, nous avons réfléchi et on s'est dit, c'est vrai que quand on fait le redressement, en général, on a la cession ou l'acquisition en période non prescrite. Et c'est en fait comme on a cet événement qu'on s'intéresse au sujet et qu'on travaille sur le sujet et qu'on regarde s'il a été acquis au bon prix. Mais il n'empêche que nous n'avons rien trouvé qui nous empêcherait de faire le redressement si on a par exemple aujourd'hui une acquisition en 2017. Acquisition en 2017, c'est en période prescrite. Pour autant, à l'ouverture de la période vérifiée, on a une minoration d'actifs chez l'acquéreur. D'accord ? Donc, on n'a pas trouvé de règle qui nous empêcherait de faire le redressement. Mais à ce jour, dans les faits, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on ne travaille que sur les cessions ou acquisitions en période non prescrite. Mais il faut réfléchir au sujet et voir si peut-être on peut aussi s'intéresser aux immeubles acquis en période non prescrite. Peut-être. Donc sur ce sujet, je pense qu'en termes de garantie fiscale, le mieux serait de poser la question à Centrale. On parle beaucoup de sécurité juridique et je pense que ce sujet-là qui est posé mériterait qu'on pose la question à l'administration centrale. Voilà. On préfère éviter qu'un contentieux long inutile ou même d'engager des contentieux parce qu'évidemment, l'administration fiscale, quand on a un sujet de redressement, on regarde s'il n'y en a pas d'autres. Donc je pense que la question mérite d'être posée, alors soit par vous, dans le cas d'un rescrit, ou soit par nous. Dans le cas d'un rescrit, c'est peut-être un peu délicat quand même. Les rescrits généraux, on a de moins en moins de réponses. Il faut un rescrit nominatif pour obtenir une réponse. Donc, enfin, c'est la pratique. On a constaté que les rescrits généraux restaient lettres mortes souvent. Ah, bon, d'accord. Je note alors. Nous abordons désormais le deuxième sujet, la valeur vénale, avec une première partie les outils mis à la disposition du contribuable et de l'administration de fait, mais principalement du contribuable, puisque l'administration a ses propres outils. Et au préalable, je voulais rappeler les enjeux rapidement, mais il y a des enjeux très traditionnels qui nous viennent immédiatement à l'esprit, une donation, une succession, une déclaration IFI, des droits de mutation lorsqu'on est en cession, pourquoi pas la TVA quand on est sur un immeuble qui est achevé depuis moins de 5 ans. Je rappellerai juste quand même en TVA, c'est que le redressement ne peut se faire que si l'acquéreur est un non-récupérateur. Si l'acquéreur est un récupérateur, il ne peut pas y avoir de redressement TVA en matière de TVA immobilière.
a des enjeux plus récents, on vient d'en parler, l'acquisition à titre gratuit d'un immeuble avec cette variation d'actifs nets. Ce qu'on n'a pas abordé, c'est que la problématique de la minoration de l'inscription à l'actif, ça vaut pour les acquisitions à titre onéreux au sens large, y compris les apports. Donc on a également une problématique sur ces apports. J'en ai profité pour rappeler ce qu'a prévu la loi de finances pour 2021 avec la revalorisation optionnelle des actifs immobilisés corporels et financiers, dispositif qui est temporaire jusqu'en 2022, qui est global, on ne peut pas sélectionner ses actifs, on doit le faire pour tous, et qui va conduire à une imposition différée, soit un sursis, soit un étalement selon que le bien est non amortissable ou amortissable. Donc là, on a aussi la problématique de la revalorisation et du coût de la correcte valeur retenue. Et puis on a des enjeux beaucoup plus indirects dont on parlera plutôt en fin de session. Par exemple, la prépondérance immobilière. Pour apprécier la prépondérance immobilière, je vais regarder la totalité de mes actifs, ce qui suppose de les valoriser. Et selon la valeur que je donne, je peux tomber ou pas sous le coup d'une prépondérance immobilière. En matière de pacte Dutreil aussi, là c'est très induit, mais le pacte Dutreil suppose d'analyser l'activité de la société, une activité éligible, et la société peut avoir éventuellement plusieurs activités, des activités éligibles et pourquoi pas des activités non éligibles. Et dans ce cas-là, il faut que l'activité éligible soit prépondérante. Et pour apprécier la prépondérance de l'éligibilité de l'activité, il nous faut regarder plusieurs critères, faisceau d'indices, mais on sait qu'on va notamment retenir les valeurs au bilan. Et on retombe sur les problématiques de valeur de nos immeubles. Les outils à disposition du contribuable, je voulais parler de deux outils. L'un qui, à ma connaissance, est assez peu utilisé, quoique je l'ai trouvé finalement assez pertinent. C'est M. Rosiès qui m'a dit, mais si, allez voir, il est pas mal. C'est Patrim, et le deuxième, c'est DVF. Donc Patrim, c'est un outil qui existe depuis 2014, mais c'est vrai qu'on l'utilise très peu parce qu'on est obligé de s'identifier sur son espace impôt.gouv. On n'a pas tellement envie d'aller s'identifier pour aller regarder les valeurs, parce qu'on se dit, mais l'administration va voir qu'on est allé consulter cette base. Surtout qu'à la connexion, il faut indiquer le motif. On a une liste de motifs, vous allez voir juste après. Et enfin, on ne peut le faire que de manière limitée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller voir comme ça X transactions. Il y a un nombre limité de consultations, le nombre de résultats qui va nous être communiqué. Alors pour tout vous dire, je suis allée sur mon espace impôt.gouv pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionnait. Tout en haut à gauche, vous voyez, c'est l'espace particulier et on a, alors c'est vrai que c'est en petit sur la diapo, autres services. Donc vous avez une série d'onglets et puis tout à droite, vous avez autres services. Et là, on atterrit sur cet outil Patrim et on vous demande, en bas de la diapo, ce que j'entoure en rouge, le motif. Alors là, j'ai mis très prudemment vente ou acquisition potentielle. Ensuite, on arrive sur une page on doit renseigner finalement le bien pour lequel on recherche des termes de comparaison et sa nature. Alors là, c'était automatiquement par défaut appartement. Et puis quand vous déroulez, vous avez cette petite fenêtre où vous voyez les possibilités. En fait, c'est appartement, maison, dépendance, immeuble de rapport. Donc en fait, je n'ai pas trouvé l'immobilier d'entreprise. Et quand je suis allée voir les immeubles de rapport, j'avais essentiellement, dans la fiche descriptive, je voyais que c'était des immeubles à usage d'habitation à nouveau. Et donc je ne trouvais pas les bureaux, les commerces, les entrepôts dans Patrim. J'ai l'impression que la base de données ne les comporte pas. Et ensuite, eh bien, on renseigne les surfaces en mètres carrés, l'adresse, la zone, le périmètre, la période. Et on arrive à un résultat. Par exemple, j'avais mis place de la Comédie, 300 mètres autour de la place de la Comédie, sur une période 2020 à août 2021, pour un appartement T3, j'ai indiqué une surface. Et là sort donc ce tableau sur lequel vous voyez les références, l'adresse exacte, la date de la mutation, un certain nombre d'informations, et puis des colonnes, prix de vente, prix au mètre carré, que j'ai simplement grisé pour la discrétion, mais de toute façon ce sont des données publiques, je pense que je pouvais les laisser. Et vous avez la petite flèche en rouge, c'est la petite loupe, la colonne qui est indiquée par la flèche en rouge. Quand vous cliquez sur cette petite loupe, vous avez accès à une fiche descriptive du bien. Et si je clique sur la
la première ligne, je vais avoir une feuille A4 avec préimprimé, avec des renseignements indiqués plus précis, le nombre, l'étage, pas l'exposition, mais on a l'étage, est-ce qu'on a une terrasse, cave, des dépendances, pas de dépendances, libre ou occupée, figure sur la fiche. Donc on a quelque chose d'assez précis et finalement c'est un élément utile. Je m'en suis servi récemment pour un contribuable qui a fait l'objet d'une rectification en IFI, puisqu'on y était, autant aller sur Patrine, là c'était vraiment, il n'y avait pas de contre-indication. La difficulté que j'ai eue, c'est que dans sa proposition de rectification, on avait beaucoup de locaux professionnels et donc finalement l'utilisation s'est retrouvée assez limitée. Monsieur Rousiès, peut-être avant que je passe sur DVF, des observations sur Patrine? Oui, merci Maître. Alors effectivement, Patrine, c'est quand même un outil très intéressant à plusieurs titres. La première raison, c'est qu'il faut revenir à l'origine 2014, vous l'avez dit Maître, pourquoi Patrine a-t-il été mis en place? C'est un outil particulier puisqu'il a deux volets. Il a un volet usager et un volet administration. C'est-à-dire que finalement c'est un outil qui est utilisé, je dirais, indifféremment par les contribuables usagers et par effectivement notre administration. Et deuxièmement, la mise en place de Patrine correspond effectivement à la traduction de ce qu'est notre administration aussi, une administration de service, c'est-à-dire mettre au service de l'usager contribuable tous les outils techniques qui peuvent être appropriés et adaptés pour lui permettre de résoudre ou de répondre aux questions qui lui sont posées, notamment en termes de valorisation immobilière, pour tous les cas qui ont été évoqués là à l'écran. Alors Patrine, c'est particulier et c'est intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est aussi la traduction, on y reviendra tout à l'heure, je crois, Maître, j'allais dire presque de la prépondérance, entre guillemets, du principe d'évaluation des biens. C'est-à-dire que Patrine, par définition, traduit l'importance, je dirais, et l'exclusivité presque de la méthode par comparaison, qui est la méthode, je dirais, qui est retenue dans la plupart des cas par tous les professionnels de l'immobilier et par nous-mêmes, administration également. Et donc, de ce côté-là, Patrine ne fait que traduire finalement, je dirais, la place importante et, je dirais, prépondérante prise par cette méthode-là. Alors, sur l'application elle-même, Maître vient de vous en parler. Alors, comme toute application et tout applicatif, je dirais, il y a des plus et il y a des moins. Alors, dans les plus, c'est très facile d'utilisation. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de l'utiliser par vous-même, puisque vous pouvez vous connecter de votre espace personnel et pour .gouv, mais c'est franchement une application assez conviviale, environnement Windows, Internet, et avec un principe de géolocalisation qui est très intéressant, parce que vous voyez de visu directement ce que vous donne la requête que vous effectuez. Et ça vous donne notamment chaque terme de comparaison est géolocalisé à travers un numéro, et ça vous permet effectivement de bien situer et de bien visualiser ces termes de comparaison. Alors, facile d'utilisation, des restitutions qui sont assez intéressantes aussi sous forme de fichiers Excel ou de fichiers PDF, effectivement, et qui permet d'avoir assez rapidement une vision synthétique du résultat, je dirais, de la requête que vous venez d'effectuer. Et le cas échéant, d'ailleurs, vous pouvez vous apercevoir à cet égard, parfois, qu'il est nécessaire d'opérer d'autres requêtes sur la période où, parce que vous n'avez pas suffisamment bien affiné, je dirais, les différents moteurs de recherche. Alors, ça, c'est le plus. Le second point très positif de cette application, c'est qu'elle est très fiable. Moi, je vous le confirme pour l'avoir utilisée assez fréquemment, moi maintenant dans mes fonctions. Elle est très fiable pour la valorisation des biens classiques d'immobilier d'habitation que sont le logement collectif et le logement individuel. Alors, c'est très fiable, cette fiabilité, elle est portée, je dirais, à son paroxysme lorsque vous avez des marchés très dynamiques et très actifs, où vous allez avoir des restitutions avec un nombre relativement important, voire considérable de temps de comparaison. Là, je dirais que la marge d'erreur, la marge d'appréciation, elle est très faible, et donc vous pouvez vraiment vous appuyer dessus. Alors évidemment, quand vous avez des marchés d'habitation, d'immobilier, logement collectif ou individuel qui sont moins actifs, ça nécessite d'être un peu plus prudent, mais je dirais que de façon générale, lorsque vous évaluez un bien. Mais pour ces marchés-là, je dirais que l'outil est vraiment très fiable et on peut vraiment s'appuyer dessus. Et je dirais qu'il ne faut pas s'en priver de le faire, que ce soit l'usager lui-même ou l'administration. Alors sur les aspects moins positifs, un peu plus négatifs, je dirais qu'effectivement c'est une application qui n'est pas parfaite. Parce que si on sort de ces marchés d'immobilier d'habitation collectif, logement individuel, et qu'on va sur les marchés de locaux professionnels ou des terres à bâtir, elle comporte pas mal d'imperfections qui fait que la requête que vous allez effectuer ne sera pas forcément opérationnelle. Alors c'est lié à des questions de qualification cadastrale qui sont présentes dans nos applications et qui ne vont pas être traduites au moment où la transaction va apparaître dans le requêtage que vous avez effectué. Alors je ne sais pas si je suis clair, c'est un peu compliqué, un peu technique ce que je dis,
Mais en gros, je vais vous citer un exemple. Il m'est arrivé souvent, à titre d'illustration, quand l'application est sortie, il y a donc de cela donc, 7 ans maintenant, je recherchais souvent effectivement des mutations de terrain destinées à des promoteurs immobiliers. Alors, vous savez que les promoteurs immobiliers qui sont très présents à Toulouse, je crois qu'ils le sont aussi beaucoup à Montpellier, quand ils achètent un terrain bâti, ils l'achètent effectivement en fonction des droits à construire qui valorisent vraiment le terrain. C'est ça qui fait le cœur de la négociation. Et il n'est pas rare, voire très très fréquent, que les terrains bâtis soient effectivement démolis, mais qu'au moment effectivement où la transaction est effectuée, ce terrain bâti, que ce soit une maison qui va être démolie, une dépendance, un petit local industriel, au moment où la transaction va avoir lieu, ou plutôt, je dirais juste avant, ce bien a la qualification cadastrale qui ne correspond pas au marché sur des promoteurs, ou en tout cas des droits à construire. Et il m'a arrivé de trouver effectivement dans la catégorie des immeubles bâtis des terrains qui étaient vendus à des promoteurs qui auraient dû se retrouver dans les terrains à bâtir. Tout simplement parce qu'au moment où la transaction était effectuée, mais au niveau cadastral, dans nos applicatifs, au niveau des qualifications cadastrales, le terrain n'était pas un terrain à bâtir destiné à un promoteur, c'était simplement un terrain qui était composé d'une dépendance, d'une vieille maison en ruine ou pas en ruine, ou d'un local industriel. Bon, ça c'est un souci parce qu'évidemment, quand vous recherchez parfois, par exemple, des terrains à bâtir destinés aux promoteurs, ben, vous n'allez pas les trouver au bon endroit, vous n'allez pas les trouver du tout. Et ensuite, c'est l'incidence aussi de ce que je viens de dire, c'est que parfois vous trouvez des restitutions, surtout sur les locaux professionnels, locaux de bureaux, locaux commerciaux, mais également les terrains à bâtir. Vous trouvez parfois dans la restitution des prix au mètre carré qui vont apparaître totalement non significatifs ou exagérés, entre guillemets. Alors il faut prendre avec beaucoup de prudence, je dirais, ces restitutions, ne pas les écarter d'office comme le fait l'application, parce qu'à l'écran que vous avez sous les yeux là, vous voyez effectivement que dans la dernière colonne de sélection, l'application sélectionne d'elle-même le caractère significatif ou non significatif. Pourquoi? Tout simplement parce que Patrim, lorsque effectivement il effectue le requêtage et la restitution, calcule les prix au mètre carré. Et lorsque vous avez des transactions qui ont été sélectionnées dans le panel correspondant à votre moteur de recherche, vous avez des transactions qui s'écartent parce qu'elles sont anormalement basses ou anormalement élevées, des prix médians ou moyens relevés. Et là, automatiquement, Patrim va considérer ces transactions comme non significatives. Alors là, il faut être très prudent là-dessus, parce qu'on peut avoir effectivement des mutations qui en réalité se font sur des marchés où le prix au mètre carré en valeur vénale n'est pas l'élément, je dirais, le plus significatif de la fixation du prix. J'ai un exemple qui va peut-être vous parler, ce sont les locaux commerciaux qui se vendent notamment, enfin, je pense que c'est le cas aussi à Montpellier, je connais moins Montpellier que Toulouse évidemment. À Toulouse, on a un marché de bureaux et de locaux commerciaux qui est quand même très dynamique depuis plusieurs années, notamment en centre-ville. Et ce sont des marchés effectivement de placement. C'est-à-dire que bien évidemment, ce sont des grosses foncières, voire des investisseurs français ou étrangers qui ont effectivement une assise financière très solide, qui se portent acquéreurs de ces biens, de ces locaux commerciaux ou de locaux de bureaux, simplement effectivement pour en faire un outil de placement et un placement. Et lorsqu'ils font ces transactions, ce qui les intéresse avant tout, c'est le loyer et le revenu procuré par l'immeuble. Et comme on atteint souvent effectivement des prix de loyer qui sont très très élevés, ils calculent effectivement par capitalisation de ce loyer pour fixer le prix avec le propriétaire. Et la négociation porte exclusivement là-dessus. Et bien évidemment, par ce calcul-là, on arrive à des prix en valeur vénale au mètre carré tels qu'on les connaît traditionnellement, qui sont effectivement pas dans les clous. J'ai le souvenir par exemple à Toulouse de locaux commerciaux en centre-ville qui s'étaient vendus entre 12 et 15 000 euros le mètre carré. Alors évidemment, Patrim, quand il voit des prix comme ça et qu'il vous donne une restitution où le prix moyen peut être de 3 ou 4 000 euros, il considère que ce n'est pas significatif. En réalité, je dirais, ça l'est significatif. C'est significatif effectivement du type de transaction auquel on a affaire, c'est-à-dire un bien effectivement sur un marché de placement, des investisseurs qui recherchent effectivement du cash à travers ces immeubles et le revenu qu'ils procurent, et surtout à travers le niveau des loyers qui sont excessivement élevés parfois pour ces immeubles-là. Voilà quelle est la limite de Patrim. Alors sur les biens professionnels, donc les terrains à bâtir, il faut être très prudent. Ça n'empêche pas d'aller requêter dans l'application, mais je dirais qu'il ne faut pas prendre à l'état brut la restitution qui va être celle de Patrim. Voilà ce que je pouvais dire de Patrim. Merci. Le deuxième outil, c'est DVF. DVF, c'est la conséquence dans la loi ESSOC de la mise à disposition des données. On est vraiment dans les big data. Donc vous avez le texte qui a fondé DVF. En fait, le site, c'est sur Etalab. Vous avez des tas de données de l'État sur ce site Etalab, dont un onglet qui s'appelle DVF pour dire demande de valeur foncière. Et donc là, de la même façon, on va pouvoir, alors j'ai fait une petite impression d'écran, on va arriver sur ce type de page. Sur la colonne de gauche, vous allez renseigner le
là j'ai mis Montpellier, je crois, référence à R, peu importe, sort visuellement la zone, et en bleu les transactions qui se sont opérées les 5 dernières années. Et de là, on va pouvoir demander l'extraction d'un fichier Excel. Il est volontairement très peu lisible parce qu'il est dans les faits très peu lisible. En pratique, il est très compliqué, à mon sens, à utiliser. On en sort quand même il y a 48 colonnes qui sont pour beaucoup marquées non. On a des tas de colonnes dont on se demande à quoi elles servent en réalité. Donc c'est un travail un petit peu fastidieux d'exploiter DBF. Par contre, encore une fois, pour un dossier, ça m'a servi pour les locaux professionnels parce que sur Patrim, j'accédais pas aux données suffisantes. Donc j'en resterai là sur la présentation des outils, sachant bien évidemment qu'on ne peut pas, avec ces outils, se substituer, à mon sens, à une véritable expertise immobilière. Quand le patrimoine est conséquent, personnellement, je n'ai pas envie de jouer l'apprenti sorcier, c'est pas mon métier d'évaluer. Par contre, ça donne une première approche où pour certains types de redressement, on peut déjà voir si on ne peut pas trouver simplement quelques termes de comparaison qui peuvent permettre d'aller voir l'administration et de trouver, quand les enjeux ne sont pas trop importants, un terrain d'entente. Sinon, je pense que l'expertise reste une sage précaution, chacun son métier. Monsieur Rosier, est-ce que vous avez une précision sur DBF ? Non, je confirme ce que vous dites, effectivement. À l'inverse de Patrim, effectivement, c'est des restitutions assez fastidieuses et difficiles à exploiter, il faut le reconnaître. L'administration l'utilise très peu à ma connaissance, très peu. Pour autant, comme vous l'avez dit également, effectivement, ça peut être un complément parfois à Patrim pour trouver des mutations qu'on ne trouvera pas dans Patrim pour les raisons que j'évoquais il y a un instant. Mais il faut reconnaître que comme outil, en termes de facilité d'utilisation et de restitution, il y a mieux, effectivement. Donc on arrive aux méthodes de valorisation telles qu'elles sont pratiquées par l'administration et appliquées par le juge également. On sait que c'est la méthode de comparaison avant tout, c'est le principe. Et qui dit méthode de comparaison dit recherche des termes de comparaison. Et on va rechercher des biens intrinsèquement similaires. Donc nous, notre rôle quand l'administration nous oppose différents termes de comparaison, c'est d'aller voir s'ils correspondent à des biens dits intrinsèquement similaires, ce qui suppose d'apprécier différents critères. Je vais peut-être laisser M. Rousier s'expliquer. Oui, merci Maître. Alors, tout d'abord, en préambule, lorsque Maître Deleu m'a proposé d'intervenir sur cette thématique, je lui ai répondu oui, volontiers, dans la mesure où, effectivement, mon expérience professionnelle me permet d'avoir un certain recul par rapport à la problématique liée à la valorisation des biens et aux méthodes d'évaluation. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je présente devant vous, j'ai une double casquette passée et présente, double casquette à la fois domaniale et fiscale. Moi, j'ai eu souvent des questions d'expertise et d'évaluation immobilière qui se sont posées dans le cadre soit de litiges de valorisation d'expropriation, puisque vous le savez peut-être, notre administration également exerce la fonction de commissaire de gouvernement de la justice d'expropriation, qui est un juge judiciaire. Et donc à ce titre-là, effectivement, lorsqu'il y avait des désaccords sur le prix, soit en matière d'expropriation, soit en matière d'exercice du droit de préemption par les collectivités, c'est le juge effectivement qui était saisi pour trancher le litige et nous intervenions en tant que commissaire de gouvernement, c'est-à-dire conseiller technique du juge. Et là, on entrait vraiment au cœur, effectivement, des techniques et des méthodes d'évaluation. Et puis j'ai une casquette fiscale également, parce que depuis plusieurs années, je suis membre de la commission de conciliation à Toulouse-Garonne, qu'à ce titre-là, je revoyais d'ailleurs le juge que je voyais en expropriation et qui présidait cette dite commission. Le juge aujourd'hui qui a abandonné ses fonctions. Donc j'ai répondu oui volontiers à Maître Deleu, et je le remercie, parce qu'effectivement, l'expérience me conduit à dire ceci. Quand on évoque l'évaluation et l'expertise immobilière en général, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humilité. Il faut être humble. Pourquoi ? Parce que je crois que d'ailleurs, Maître Deleu, M. Thomas l'ont déjà dit plus ou moins implicitement ou explicitement tout à l'heure, la valorisation et l'expertise immobilière, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science mathématique. Alors, ça paraît évident de dire ça, sauf que quand on est parfois confronté effectivement à des litiges et à des cas particuliers, on se retrouve confronté à des rapports d'experts ou à des analyses qui font référence à des méthodes qui parfois effectivement interrogent. Pourquoi ? Parce qu'elles se veulent plus ou moins scientifiques ou plus ou moins techniques, et on se pose la question effectivement de la valeur de ces différentes méthodes. Alors on ne les écarte pas d'un revers de main, mais on se dit finalement quelle est la meilleure méthode pour évaluer un bien. Et cette question, effectivement, c'est toujours la question primordiale qu'il faut se poser, parce qu'il y a toujours plusieurs méthodes pour évaluer les biens immobiliers, et si on ne se la pose pas, on peut passer à côté de pas mal de choses et commettre beaucoup d'erreurs. Alors,
l'humilité, ça me paraît important, mais la méthode par comparaison, je dirais que c'est incontournable. Et là, d'ailleurs, je voudrais, dès à présent, non pas, comment dirais-je, ne pas reprendre, être en désaccord avec M. Thomas, mais qui tout à l'heure a dit comparaison n'est pas raison. Alors moi, je dirais plutôt que comparaison n'est pas toujours raison. Parce qu'en même temps, par comparaison, je dirais, si je dois utiliser un terme, ça doit être la religion, excusez-moi l'expression, la religion de ceux qui doivent faire ce travail. Les experts immobiliers, notre administration, les experts comptables éventuellement. Ça doit être notre religion. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'expérience me conduit à vous dire la chose suivante. Dans tous les litiges dans lesquels j'ai pu intervenir, je constatais qu'effectivement, les juges sont très sensibles au fait effectivement que la méthode de comparaison est pour eux la méthode la plus fiable, quels que soient les biens à évaluer, tout simplement parce que pour eux, c'est la méthode qui est la plus en prise directe avec la réalité, je dirais, du terrain. Je peux vous parler comme ça, c'est-à-dire la réalité du marché. Et c'est effectivement dans les dossiers que j'ai pu voir et différents rapports d'expertise, il n'était pas rare, voire très très fréquent, ou même systématique, que les juges ne retenaient pas les différentes méthodes utilisées par les experts immobiliers, experts judiciaires parfois aussi, tout simplement parce qu'ils considéraient que même si elles avaient une cohérence, elles avaient tendance à s'écarter effectivement dans les temps de comparaison de la réalité du marché et qu'elles utilisaient, je dirais, des variables qui parfois étaient à la fois trop théoriques et trop arbitraires. Donc, en deux mots, je dirais que la méthode par comparaison est celle qui est retenue le plus souvent par les juges, par notre administration, bien évidemment. Je crois que vous l'avez déjà constaté et vous le constatez encore aujourd'hui. Et je dirais qu'on ne peut entre guillemets que s'en réjouir parce que la réalité du marché, on le voit avec les outils et effectivement avec cette méthode, on arrive à l'appréhender de façon plus ou moins aisée, mais on arrive tout de même à l'appréhender de cette façon. Alors bien évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. La notion de bien intrinsèquement similaire qui figure là, c'est une formule toute faite entre guillemets, qui paraît facile effectivement à mettre en œuvre. C'est pas toujours facile parce que les critères que vous avez sous les yeux, encore une fois, lorsque vous avez des marchés qui sont relativement dynamiques et actifs, ça ne pose pas trop de soucis. Encore que, il y a des biens parfois toujours spécifiques qui sont moins faciles à évaluer que d'autres, même quand il y a un marché qui est relativement actif. Le problème, c'est quand vous avez effectivement des marchés qui sont moins actifs ou, je dirais, moins dynamiques. Alors, ça veut dire quoi? Quand on prend les critères que vous avez à l'écran, ça veut dire que, bien évidemment, la zone géographique qu'il faut privilégier, c'est la zone géographique la plus proche du bien évalué. Ça paraît aller de soi, mais je crois qu'il ne faut pas perdre à l'esprit cela, parce que sinon, on commence à s'écarter, je dirais, du cœur par comparaison. En revanche, effectivement, lorsque vous avez des biens qui, par définition, à évaluer, correspondent à un marché localement peu dynamique, je dirais pas inexistant, parce que là, ça pose un vrai souci, mais ça peut arriver, ben, effectivement, il est de bonne gestion que d'élargir cette zone géographique de recherche. Alors, il faut l'élargir, je dirais, de façon pragmatique et intelligente, mais il ne faut pas hésiter à l'élargir autant que faire se peut, dans la mesure, effectivement, où plus vous aurez des termes de comparaison, plus votre méthode aura un caractère fiable, je dirais. Alors, les caractéristiques techniques du bien. Alors, évidemment, on parle à la fois des caractéristiques techniques ou physiques et des caractéristiques juridiques. Là, bien évidemment, il faut s'approcher le plus possible des caractéristiques techniques du bien que vous avez évalué. Il est évident que si vous devez évaluer une maison, vous n'allez pas aller rechercher une telle comparaison qui porte sur des locaux professionnels. Ça paraît évident, mais parfois, effectivement, il est toujours intéressant de voir s'il n'y a pas des erreurs qui sont commises à ce niveau-là. Sur les caractéristiques juridiques, alors c'est quelque chose d'important, bien évidemment, puisque chaque bien a des caractéristiques juridiques qui lui sont propres. Les débats, là c'est mon expérience qui vous conduit à dire cela, me font dire la chose suivante, c'est qu'il est souvent effectivement dans les débats la question qui revient de l'occupation du bien, de la situation locative. Ça c'est une question récurrente qui revient effectivement dans les litiges entre administration et contribuable, ou entre exproprié et expropriant, à savoir effectivement que la situation locative du bien doit être appréciée à sa juste valeur, mais quelles conséquences doit-on en tirer en termes de méthode d'évaluation? Alors ça, j'ai eu souvent été confronté à cette problématique-là, parce qu'il y a des marchés effectivement où la réalité juridique vous conduisez à appliquer un abattement, alors que la réalité économique vous conduisez à faire le contraire. Alors je dirais que bien évidemment, les réalités juridiques, les juges la prennent en compte, ça va de soi, mais les juges sont également pragmatiques, et si vous arrivez à leur démontrer qu'effectivement il n'est pas opportun d'appliquer un abattement bien que le bien soit occupé, ben, vous aurez toutes les chances d'emporter sa conviction. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le juge réfléchit par rapport là aussi à la logique d'un marché. Lorsque vous êtes sur un marché de placement d'investisseurs et que vous avez des termes de comparaison de biens occupés,
il n'y a pas de raison intrinsèque d'appliquer un abattement effectivement sur le bien que vous devez évaluer, dès lors que le bien que vous évaluez est également un bien qui fait l'objet d'un marché, d'investisseurs ou de placement. Alors ça, effectivement, à une époque, les juges étaient peu sensibles à ça. Aujourd'hui, enfin, les dernières années où je pratiquais avec les juges, tant dans la commission de conciliation que devant le juge d'expropriation, ils étaient beaucoup plus sensibles à cela et devenaient plus pragmatiques. L'antériorité des comparables, alors bien évidemment, en matière de litiges fiscaux sur l'évaluation des biens, mutation à titre onéreux ou à titre gratuit, il faut effectivement essayer, dans la mesure du possible, de trouver des termes de comparaison qui sont le plus proches possible du fait générateur, et qui ne peuvent pas être postérieurs à ce même fait générateur. Là aussi, un petit peu comme pour la zone géographique, si vous avez du mal à trouver des termes effectivement qui se rapprochent dans le temps de ce fait générateur, il ne faut pas hésiter à remonter un petit peu plus dans le temps pour en trouver un nombre suffisant et faire en sorte que votre étude de marché et votre méthode d'évaluation par comparaison ne soient pas, entre guillemets, vidées de son sens. Alors là aussi, les résultats sont très différents en termes d'antériorité en fonction des biens que vous avez effectivement évalués. Lorsque j'étais au domaine, il n'était pas rare effectivement qu'on ait dû remonter pas mal d'années antérieures effectivement avant le fait générateur. Pourquoi? Parce qu'effectivement les marchés parfois étaient relativement à tonnes et on avait du mal à trouver des termes de comparaison. Les nombres de comparables, là c'est la même règle, je dirais que c'est là entre guillemets non pas mathématique, mais c'est tout à fait logique de considérer que plus vous avez de comparables, moins la marge d'erreur sera importante. Ça va de soi que quand vous trouvez 3 termes de comparaison et que vous faites la moyenne et la médiane, si jamais vous en enlevez un, puis il y en a un qui est considéré comme non significatif, votre prix au mètre carré ne repose plus que sur 2 termes. Donc ça fragilise d'autant effectivement votre méthode. Par contre, si vous en avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, il n'est pas du tout gênant ni impactant que vous ayez un ou 2 termes de comparaison qui soient rejetés ou écartés parce que non significatifs, dans la mesure où ils ne vont pas véritablement impacter effectivement le résultat de votre évaluation et de votre expertise. Voilà, alors tout ceci, c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que effectivement, les juges comme notre administration, quand ils mettent en œuvre la méthode par comparaison, ils le font en fonction du marché qui correspond au bien évalué et en fonction des outils qu'ils ont à leur disposition. Ces outils ne sont pas toujours parfaits, on l'a dit, et parfois ça conduit effectivement à retenir des termes qui apparaissent tout à fait inappropriés et qui sont rejetés. Bon, je dirais que c'est la loi du genre, effectivement, mais je dirais que la rigueur, c'est là qu'elle doit effectivement être de mise. Il faut faire en sorte, effectivement, surtout de bien faire son étude de marché et de réfléchir à la bonne méthode d'évaluation. J'ajouterai juste 2 petites précisions sur l'antériorité. Quand le marché est dynamique, en général, on va remonter sur 12-18 mois et on remonte un peu au-delà, vraiment quand on a du mal à trouver des transactions. Vous me confirmez cette durée-là? Et le nombre de termes de comparaison, en principe, comme vous l'avez indiqué, par prudence, l'administration va aller bien au-delà de 3 pour que nous ne puissions pas, nous avocats, retirer certains termes de comparaison, arriver finalement en dessous du seuil de 3, parce que là, on aurait un problème de motivation du redressement et on tombe sur une autre problématique purement procédurale. Ce qui fait que l'administration générale arrive avec 5-6 termes de comparaison et pas juste 3. On arrive sur un sujet vraiment pratico-pratique de l'abattement et des décotes. On n'aura pas le temps de tous les prendre. On a déjà parlé de l'occupation, le dernier point. L'abattement ne peut pas être systématique, notamment quand on est sur un bien d'investissement manifestement locatif. Et pour les locaux commerciaux, c'est particulièrement parlant. Je voudrais qu'on s'arrête 2 petites minutes sur la vétusté, parce que quand on compare des termes de 2 immeubles, on va regarder s'ils sont dans le même état. Et parfois, ce qu'on cherche à dire, c'est que le nôtre est dans un piteux état par rapport aux termes de comparaison retenus par l'administration. Et on demande un abattement. Ce que je constate en pratique, quand on demande un abattement, une fois sur 2, ça passe peut-être, mais idéalement, c'est quand même de produire des devis de travaux. On est beaucoup plus sérieux, mais ça demande du temps, ça demande de faire passer des entreprises pour, mais c'est plus facilement accepté par le service d'arriver avec un devis de travaux qui fait baisser d'autant plus la valeur plutôt qu'une somme forfaitaire où l'administration pourra assez facilement dire mais pourquoi vous demandez 20% au lieu de 10, au lieu de 5, c'est plus compliqué pour nous à défendre. On va s'arrêter 2 petites minutes sur l'indivision. En pratique, le taux d'abattement que vous admettez sur une indivision.
Est-ce que le 20% que l'on c'est voit vrai passer que 20, 40 c'est toujours difficile parce qu'effectivement c'est une question d'appréciation qui implique une part de subjectivité. Dans la commission de conciliation, cette question a souvent été posée parce que je siégeais effectivement. Sur des divisions classiques, je dirais en général on dépassait par 20%. Mais c'est vrai que je dirais ce qu'il faut avoir présent dans l'esprit surtout, c'est effectivement le caractère de l'indivision. Et j'ai en tête effectivement une formule qui me paraît assez représentative de l'état d'esprit dans lequel il faut se situer par rapport à la fixation du taux de l'abattement pour une division. C'est lorsqu'on est en présence d'une division familiale réduite et paisible, je crois que c'était une décision de notre tribunal de Créteil qui avait considéré que le taux d'abattement de 30% était excessif. Alors bien évidemment, il y a indivision et division. Par définition, la décompte est admise par le juge, bien évidemment, dès lors qu'effectivement ça entraîne une difficulté de gestion du bien. Mais il y a des indivisions, je dirais, qui sont plus compliquées que d'autres. Et effectivement, la règle, c'est que quand on est en présence d'une division familiale réduite et paisible, ben, le taux ne doit pas excéder, je dirais, 15 à 20%, et le juge peut même descendre en deçà de ce taux-là. En tout cas, là, il a dit expressément que le taux de 30% n'était pas adapté et était excessif, effectivement. Je vous remercie. Alors, Michel, j'ai pour toi un Moi, challenge. je voudrais quand même avoir un début de réponse quand nous devons ventiler terrain et immeubles. On compare le sol d'assiette à un terrain nu. Est-ce que le fait de considérer qu'un abattement là, doit être pratiqué parce que censément un terrain d'assiette n'est qu'un élément d'un bâti par rapport à un terrain intrinsèquement constructible, et est-ce qu'un abattement de 20%, enfin, comment vous l'approchez? J'ai écouté attentivement ce que vous disiez tout à l'heure, mais j'oublie d'y revenir. Alors c'est vrai que la question que vous posez, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que ventiler la part de la valeur du terrain et du bâti dans un bien, effectivement, qui figure à l'actif, en tout cas qui a fait l'objet de notre transaction dans son ensemble, c'est un exercice théorique. Or, fixer la valeur vénale d'un terrain, effectivement, en fonction des critères qui sont les siens, de constructibilité, en fonction du PLU, ça revient, comme je le disais à l'instant, à essayer de déterminer la valeur du terrain nu sur un marché réel. Or, le bien en question, là, vous faites un exercice théorique. Donc, c'est un petit peu singulier comme exercice. Pour autant, moi, je considère que ce qui était évoqué tout à l'heure dans le diaporama, c'est quand même la première méthode qui doit être privilégiée, à mon avis. C'est-à-dire fixer effectivement la valeur du terrain nu, et comme ce terrain n'est pas libre par définition, appliquer un abattement pour encombrement. Or, l'encombrement à la fois juridique, je dirais, et physique. L'encombrement physique, c'est effectivement en fonction de l'implantation du bâti sur le terrain, qui va donner la possibilité ou pas d'avoir des droits à construire qui pourront s'exercer facilement. Et l'abattement juridique, c'est en fonction des règles de constructibilité que donne le PLU. Alors, quand je dis ça, je ne réponds pas à toutes vos questions, justement parce qu'effectivement, après, c'est toujours pareil, quel taux d'abattement fixer? Je dirais qu'en fonction de l'analyse à la fois physique et juridique, on va fixer un taux qui sera très différent d'un cas à l'autre. Mais on peut arriver à des taux d'abattement qui sont très importants comme relativement faibles. Donc le principe, en tout cas, ne choque pas. Non. Puisque l'élément de comparaison, là, pour le coup, n'est pas homogène. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, effectivement, la fixation, je dirais, forfaitaire, comme c'était évoqué tout à l'heure, d'une ventilation, par exemple 90-10, moi, ne me paraît pas du tout satisfaisante, parce que là, par contre, ça paraît totalement arbitraire pour un expert immobilier. Et ça sera sûrement le cas du juge. Michel, j'ai un challenge pour toi. Tu as 5 minutes pour commenter cette diapo. Oui, alors bon, moi évidemment, les évaluations immobilières, physiques ou en coût de reconstruction me sont étrangères. Nous, les experts comptables, ne sommes pas des experts immobiliers. Nous, ce qu'on sait faire, c'est du calcul financier. Ça, on a été formés pour ça. Bon. Alors, plusieurs choses. J'étais invité par les experts évaluateurs immobiliers à une de leurs universités d'été avant le confinement. Et ils m'avaient donné comme challenge de leur parler de l'incidence éventuelle de la TVA immobilière sur leurs évaluations. Au passage, ça me permet de dire que lorsqu'on a des statistiques, on ne sait pas forcément si dans le prix est inclus une TVA ou pas. Ce qui sera le cas quand c'est une TVA sur marge, ou ce qui sera le cas quand le vendeur fait application, s'il le peut, de l'option 265 bis. Donc ça c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, et ça me permet de rebondir sur Patrick. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais pu constater au départ, quand j'ai utilisé l'application, que lorsqu'il y avait des limitations immobilières qui étaient soumises à TVA, la restitution du prix était de mémoire TTC, alors en général, les experts comme les évaluateurs raisonnent sur un prix hors taxe. Donc là, il fallait faire attention dans la restitution.
C'est un écart, effectivement. Voilà, donc là il y a un sujet. Après, il y a quand même des évolutions. Moi, ce qu'a expliqué M. Rousiès me paraît frappé au coin du bon sens. Dans toute problématique d'évaluation, et sans doute que c'est moins difficile d'évaluer des immeubles que des titres de société opérationnelle. Nous, on a par contre ce deuxième sujet qui relève souvent de notre ministère. La problématique, c'est quand même d'avoir une deuxième méthode qui vient corroborer ou mettre en cause la méthode dominante. Et c'est vrai que capitaliser un EBE locatif lorsqu'il s'agit d'un immeuble occupé, c'est une façon quand même qui est intéressante parce que un immeuble est un investissement comme un autre et il va falloir au bout d'un moment que sa valeur résulte de la capacité de profitabilité qu'il est susceptible d'engendrer. Et là, il y a des évolutions, et notamment l'arrêt du Cotel. Je ne vais pas pouvoir le commenter parce qu'il faudrait du temps, mais si vous voulez, les circonstances en très très court étaient les suivantes. Une SCI translucide, une société IS achète l'usufruit temporaire pour 20 ans des parts de la SCI. Bon, je pense que vous voyez tous à peu près le schéma qui est évoqué ici. Hein. Et évalue ces 20 ans d'usufruit temporaire en appliquant l'article 669, c'est-à-dire un article qui est fait pour calculer, déterminer une assiette en droit d'enregistrement, donc, qui n'était évidemment pas la bonne méthode. Bon, c'est 23% de la valeur pleine de propriété, fois 2, puisque c'est pour 10 ans non morcelables, ça fait 46%. Le capital de la SCI était de 1 000 €, ils ont donc acheté l'usufruit pour 20 ans pour 460 €. Bon, ça c'est un peu, quand même, un peu, comment dirais-je, il ne faut pas agiter des chiffons rouges inutilement. Bon. Le service est arrivé derrière et a fait un calcul, et là c'est très intéressant, parce qu'il a fait un calcul de flux actualisé. Et donc, ça veut dire quand même que tout le monde est en train quand même de se convertir à la logique du DCF, Discounted Cash Flow. Je m'arrête là pour l'anglais, parce que mon accent l'interdit. Hein. Donc, ça c'est très intéressant. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que le service avait imaginé un discounted cash flow version fiscale, donc en termes d'assiette imposable. Et le Conseil d'État a rappelé au juge d'appel, qui était la Cour d'appel de Nantes, que le cash flow, c'est le cash flow, c'est-à-dire un flux net de trésorerie disponible. Et donc là, il y a quand même quelque chose de tout à fait intéressant parce que en termes d'approche corroborante, j'ai l'impression, mais je laisserai M. Rousiès apporter la contradiction avec plaisir, j'ai l'impression que nous rééquilibrons un tout petit peu, hein, et que nous avons quand même un raccordement, une convergence interméthode qui, effectivement, là, peut être de nature à objectiver un peu plus la valeur vénale. Et le deuxième point auquel je suis très sensible, c'est que vous savez que le multiple est l'inverse du taux d'actualisation lorsqu'on fait tendre la durée vers l'infini. Bon, alors voilà. Donc si on paye 10 années de résultats, ça veut dire qu'on a pris 10% de taux d'actualisation. Hein. Bon, alors donc le sujet c'est quel est le bon taux d'actualisation. Et là pour le coup, l'arrêt de cour d'appel de Nantes, le deuxième, hein, sur renvoi après la cassation, clairement indique que le taux d'actualisation, donc l'inverse du multiple, doit être le rendement locatif du bien s'il apparaît comme normalement situé dans le marché. Et là, on a quelque chose de très, très intéressant. Hein, et je crois que donc là, il faut voir ça. Ce d'autant que, et je suis complètement d'accord avec l'amendement, une comparaison n'est pas toujours raisonnable, je soulignerai quand même, ayant été un enseignant d'économie de finances publiques dans une vie antérieure, je soulignerai quand même que les évolutions de la microéconomie depuis maintenant 40 ans, et en plus portées par un professeur de Toulouse qui a été prix Nobel, hein,
d'économie, distingue effectivement des segments de marché différents selon la qualité de l'offreur et du demandeur. Donc, lorsque vous nous dites un promoteur va acheter une vieille bicoque, mais en fait il achète un terrain à bâtir, etc., il est clair que vous décrivez un marché parmi plusieurs marchés. Et où l'asymétrie d'information ou la typicité de l'offreur et du demandeur vont biaiser les statistiques de prix moyen, et ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Donc, la comparaison n'est pas toujours raison. Parfois, il est utile de rajouter à la valeur de comparaison une analyse économique intrinsèque basée sur des éléments de rentabilité, parce qu'elle pourra être corroborante ou bien objectiver un peu plus la valeur de comparaison. Juste si je peux me permettre, j'aimerais rajouter quelque chose sur les valorisations des usufruits temporaires. En fait, ce qui se passe, c'est que la méthode par comparaison s'impose à l'administration. Donc, dans le cas particulier des usufruits temporaires, on ne peut pas l'appliquer parce qu'on n'a pas de comparable. Donc, l'administration doit motiver pourquoi elle écarte la méthode par comparaison et applique ensuite donc, les méthodes de valorisation. Et c'est vrai que pour faire de l'usufruit temporaire, ou alors on va facilement sur les valeurs de rendement. Ouais. Mais c'est parce qu'on ne peut pas utiliser la comparaison. Et nous, parce qu'il n'y a pas de marché de l'usufruit. Il n'y a pas de marché de l'usufruit. Mais en rappelant quand même que la valeur en pleine propriété, ça n'est jamais que l'addition de l'usufruit sur une durée illimitée, plus la valeur de revente qui est la même propriété. Et vous êtes obligé d'avoir une méthode pour valoriser l'usufruit. Donc on arrive sur la valeur de rendement. Si vous voulez, à cela près que lorsque vous faites tendre un revenu vers l'infini, vous dégagez de la nécessité de calculer la valeur résiduelle du capital dans le cas d'une vente potentielle un jour que vous ne savez pas chiffrer. Parce que ce qu'il faut dire aussi quand même, c'est que le comparable, en fait, c'est quoi? C'est une simulation théorique de cession. C'est-à-dire, vous considérez que de la moyenne de marché dynamique va se trouver une façon d'objectiver une vente théorique, parce que la valeur vénale, c'est jamais qu'un prix probable de négociation. On revient à la valeur du marché. Mais c'est plus compliqué lorsqu'on est face à de l'usufruit temporaire et de la propriété. Et donc là, la méthode par comparaison, actuellement, on ne peut pas l'appliquer dans ces situations-là. C'est vrai que Béatrice a raison de souligner, l'administration s'est rangée, je dirais, plus par contrainte que par conviction à l'usage de ces méthodes. Mais quelque part, aujourd'hui, l'administration n'est pas du tout réticente à utiliser en complément de façon générale les méthodes de capitalisation de revenus lorsque le bien en question s'y prête effectivement. Mais en général, c'est sous forme de complément de méthode par rapport à la première. Pour la corroborer, je dirais ne pas la corroborer, mais le but c'est quand même de la corroborer, bien évidemment.